Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour dévoiler le 4e classement FinTech 100. Et donc j'ai le plaisir de dire ce petit mot d'accueil avec tous mes petits confrères et collègues. Maximilien, tu veux dire un petit mot? Bienvenue à tous pour la 4e édition du FinTech 100. Donc cette fois-ci, on se retrouve dans les locaux de Sopra. L'année dernière, on était dans les locaux de BPCE. Donc merci de votre présence à tous. Merci aussi de votre présence digitale. Et je laisse la parole à Laurent, qui va nous faire aussi un petit mot d'accueil. À peu près la même chose. Ça marche pas, oui, ça marche. À peu près la même chose. Hein. Tu as oublié de préciser que l'année d'avant, c'était Finance Innovation. Donc l'an prochain, Bernard-Louis, ça va être chez vous. Ah oui, j'espère que les locaux sont prévus en conséquence. Parce que je vois qu'il y a pas mal de monde cette année encore. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que malgré les variations, on va dire, dynamiques et de mode sur les fintech, en fait, il y a toujours autant de monde, ce qui prouve qu'il y a vraiment un intérêt profond et qui va au-delà des effets de mode sur ces sujets. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour une table ronde. Bon, merci d'être venu. Je crois que la sélection était drastique. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont renvoyé un email plus ou moins automatique, selon lequel les places étant limitées, il fallait assister online. Donc je crois que la plupart des gens qui nous regardent sont online, c'est ça. Et effectivement, on relève le challenge d'organiser celui de l'an prochain. En tout cas, on est très content que ce soit la 4e édition parce que c'est aujourd'hui une dynamique et c'est attendu véritablement par le marché. Il y a plein de fintech qui envoient des emails à nous 4 et au-delà pour savoir quel classement ils sont ou quand est-ce qu'on sort ce classement. Et moi, un dernier petit mot pour remercier l'équipe qui a travaillé parce que oui. Un travail jour et nuit sur les dernières semaines. Donc, à la fois le comité de pilotage et l'équipe opérationnelle, merci à vous d'avoir fait ce travail titanesque pour préparer ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Parfait, je pense qu'on peut passer à la suite, c'est-à-dire la présentation. Merci Monkey. Alors, on va vous présenter rapidement le palmarès et ensuite on passera aux tables rondes. On remercie Julie Huiguet qui nous a fait l'honneur de nous faire un petit mot d'introduction. Ce sera en ligne tout à l'heure, vous verrez son petit mot d'introduction. Elle fait le lien entre la politique de la French Tech aujourd'hui et la croissance de l'écosystème FinTech. Donc je n'en dis pas plus, vous lirez en ligne. Alors, rappel des objectifs du FinTech 100. Donc pour la 4e année, le but c'est de montrer un petit peu le champ, la croissance et la richesse de l'écosystème FinTech. Alors, comme vous le savez, Finance Innovation, on est dans le cadre d'une politique publique, la politique publique des pôles de compétitivité. On est piloté par la Direction générale des entreprises. Et dans ce cadre, on a des comptes à rendre à l'État sur le nombre de créations d'emplois, sur la façon dont nos membres créent de l'emploi, participent à la croissance économique. Donc, le but de cette étude, c'est aussi de mettre en avant la création d'emplois, la génération de chiffres d'affaires, les levées de fonds. Donc toute la richesse de l'écosystème FinTech. Donc c'est ce qu'on fait donc pour la 4e année dans le cadre de cette étude FinTech 100 2025. Alors le comité de pilotage qui s'est occupé de faire l'étude, donc Marine qui est là quelque part et qui est l'orchestratrice de l'événement de ce matin, Stéphane pour BPCE qui est là aussi, Bernard Louis, moi-même et surtout l'équipe opérationnelle et en particulier Paul Bousco et Kian Wen, vous êtes là, je vous cachez dans la salle, vous êtes là. Donc, ils ont énormément travaillé sur le palmarès, sur recueil des données, le retour auprès des chefs d'entreprise. Quand ils nous donnent des fourchettes, on leur dit est-ce que c'est ça? Oui, non, etc. Bon, bref, je passe les détails, mais c'est un très gros boulot opérationnel et un très gros travail auquel ils ont contribué. Donc, merci beaucoup donc, au comité de pilotage et à l'équipe opérationnelle. Alors, pour dire quelques mots du palmarès FinTech 100 2025, on a eu un tout petit peu moins de réponses cette année que l'année dernière. Donc l'année dernière, on avait 201 réponses, cette année 198. Donc globalement, c'est stable. À peu près le même montant d'entreprises qui nous ont communiqué leur chiffre d'affaires et d'entreprises qui n'ont pas voulu nous communiquer. Donc on a dû reconstruire. Mais globalement, bon taux de réponse. Bonne visibilité du palmarès et attente. On a eu un peu de retard cette année, certains l'auront remarqué. On a reçu des emails. Alors, il sort quand le palmarès? C'est quand? On n'a pas reçu d'emails, donc on sent que les gens suivent quand même. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc globalement, bon retour cette année.
Je rappelle très rapidement la méthode. Hein. Tout ça, ça sera en ligne tout à l'heure ou dans le PDF que vous pourrez générer sur le site FinTech 100. Donc, on a donc un indice, le FinTech 100, qui est construit par le chiffre d'affaires pour 22,5%, la croissance du chiffre d'affaires 2023-2024, les effectifs en équivalent temps plein, le capital investi ou les fonds levés. Donc certaines entreprises ont levé peu de fonds, donc elles ont leur propre capital, donc on en tient compte. Et l'efficacité du capital, donc c'est-à-dire le montant de chiffre d'affaires atteint par rapport aux capitaux qui ont été levés ou aux capitaux propres de la société. Donc en gros, ça minimise une entreprise qui a levé beaucoup de capital mais qui fait peu de chiffre d'affaires, et ça maximise une entreprise qui a levé peu mais qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. On voulait tenir compte de cette variable dans le FinTech 100. Donc j'ai mis la méthode statistique de classement utilisée, top 6. N'hésitez pas à consulter en ligne et vous pouvez nous poser des questions par email ou nous contacter. Alors je laisse Bernard Louis maintenant nous parler de l'état des lieux. Nous avons donc cette année une croissance de cet échantillon des fintech, 100 sociétés, mais qui représente en réalité plus de 99% du marché. Donc les données et les statistiques que nous affichons là sont très pertinentes pour révéler les tendances de marché. Donc on est sur une croissance forte, 22%. C'est assez exceptionnel. Je pense que peu de secteurs peuvent se targuer d'une telle croissance. Et sur les 4 éditions de notre FinTech 100, on a toujours eu des croissances de cet ordre de grandeur. Donc c'est très important et ça reflète la dimension qu'a prise la FinTech aujourd'hui dans le marché. On a, on le voit, un chiffre d'affaires cumulé de 2,5 milliards à peu près. Donc ça veut dire qu'à ce rythme de croissance, on va finir par arriver assez vite aux 10 milliards. Et puis on est, en termes de levée de fonds, ça s'est un peu ralenti, à 6,7 milliards. Donc, mais après les années d'exubérance 2021-2022, où c'était exagéré en termes de levée de fonds, ça s'est calmé, ce qui fait qu'on voit une convergence entre le montant total des levées et le montant du chiffre d'affaires qui montre que le secteur est en train de s'assainir, puisque la corrélation entre levée de fonds et chiffre d'affaires et derrière performance opérationnelle est en train d'être avérée dans le marché. Alors on ne va pas vous abreuver de chiffres. Vous allez voir que l'étude est quand même très fournie. Mais en rentrant dans le détail, on voit que la croissance reste le maître mot de la FinTech. La FinTech va devenir, elle est déjà un secteur majeur dans le domaine de l'innovation. On est dans la tech. C'est 20% du marché du venture capital en France, en Europe et dans le monde. Mais c'est là pour continuer parce que les prévisions de croissance sont très importantes. Presque une société sur 2 envisage une croissance proche de 50%. C'est phénoménal. Autre signe distinctif de la maturité de ce secteur, qui est révélé cette année, il n'y avait rien de tel l'an dernier, c'est le M&A, les consolidations. Sur la gauche, vous avez un graphe qui vous montre que près d'une entreprise sur 2 est en route pour réaliser une opération de croissance externe, donc de la consolidation entre fintech. 1 sur 2, c'est très important. Ça montre que le marché a atteint un certain stade. Et puis, ça c'est nouveau parce qu'on était proche on n'avait même pas posé la question parce que personne ne répondait à cette question. Et aujourd'hui, vous avez plus d'une entreprise sur 10, 11%, qui envisagent de céder leur entreprise. Alors, le graphe de droite va bien avec le graphe de gauche, mais ça montre qu'il y a une dynamique et quand on est rentré dans une ère de consolidation. Pour ce qui est de l'emploi, peut-être veux-tu en dire un mot ? Sur l'emploi, donc les créations d'emplois sont très satisfaisantes. 92% vont recruter dans les 6 mois, donc quasiment la totalité. On a donc un recrutement de 1500 salariés prévu pour l'année 2025. Donc globalement, des bonnes perspectives de création d'emplois malgré la conjoncture qui n'est pas toujours évidente. Sur les technologies, on voit que toutes les technologies sont aujourd'hui représentées dans le domaine de la FinTech. Donc on est dans la FinTech, on n'est pas du tout dans la finance. Évidemment, la présence de l'IA est devenue totalement prépondérante et à telle enseigne que, alors je n'ai pas ce slide-là,
mais vous l'aurez dans l'étude. Aujourd'hui, on ne pose plus la question de savoir est-ce que vous vous intéressez à l'IA. C'était dans le premier FinTech 100, 35% des entreprises qui disaient oui, je commence à m'y intéresser. Aujourd'hui, cette question n'est pas pertinente puisque c'est 100%. La question qui est pertinente, c'est dans quel domaine appliquez-vous l'IA? Et l'IA, on l'applique notamment pour les 2 tiers des entreprises dans le domaine des processus internes, en gain de productivité, en gain de richesse sur l'information, en gain de pertinence, et puis, dans le 2 tiers des cas, dans la relation avec le client. La relation avec le client est radicalement transformée. Donc ça, c'est un des phénomènes saillants de cette étude. Autre point qui est assez révélateur de la FinTech, et vous n'avez ça dans aucun autre domaine de la tech, c'est la présence internationale qui est très forte. La plupart des entreprises sont aujourd'hui présentes à l'international, on le voit en très très grosse majorité. Mais ce qui est très particulier à la FinTech, c'est la prépondérance absolue de l'Union européenne. Si vous ajoutez tous les secteurs dans lesquels les sociétés sont présentes, vous voyez qu'il y a le Benelux, 41%, péninsule ibérique, 34%. Donc on est véritablement dans des sociétés qui se développent en Europe, ce qui donne à la FinTech européenne un avantage compétitif particulier. On dit souvent que l'Europe est particulièrement pointilleuse en matière de régulation. On dit parfois les États-Unis innovent, l'Asie duplique et l'Europe régule. Eh bien, dans ce domaine-là, c'est un avantage. C'est-à-dire que le fait d'avoir un passeport européen vous permet d'être protégé contre ceux qui n'ont pas le passeport européen, mais vous permet aussi d'attaquer tout le marché européen. Un petit mot là sur les partenariats. Donc, on observe donc une croissance des partenariats avec les groupes bancaires et les groupes d'assurance, avec les big tech, et à noter une croissance des partenariats entre startups entre elles. Donc ça, c'est important. Ça émerge. De plus en plus de partenariats, de propositions d'offres communes, de chasse en meute sur les appels à projets. Donc on voit la croissance de l'écosystème, le maillage de l'écosystème qui s'accroît. Alors un petit mot sur le crédit d'impôt recherche. Ce n'est pas particulièrement vis-à-vis de l'audience qui est aujourd'hui dans la salle, mais un peu plus largement que les messages de cette étude s'adressent. Il y a beaucoup de débats autour du crédit d'impôt recherche, comme vous le savez, qui a déjà commencé à être un petit peu raboté. Et l'idée aujourd'hui de ce qui est débattu au Parlement, c'est de plafonner le montant global alloué au crédit d'impôt recherche. Ce qui est préoccupant, et il y a plusieurs slides là-dessus, plusieurs données là-dessus dans le FinTech 100, c'est qu'une majorité des sociétés de FinTech en France utilisent fréquemment, massivement, le crédit d'impôt recherche pour finalement pouvoir investir dans la R&D. C'est corrélé. On investit dans la R&D parce que finalement, c'est un secteur où on est aidé. Et revenir sur cette aide-là, comme tu en toucheras un mot sur les PhD, comme ça a été fait, ce serait potentiellement mettre en danger des business models, en particulier dans la FinTech, mais plus généralement dans la tech. Et on peut avoir une analyse plus approfondie du CIR. C'est vrai que ça coûte cher, le CIR. Je crois qu'on est de l'ordre de 7 milliards d'euros. Mais avant que le CIR n'ait été déplafonné, là on remonte à 2007, c'était à l'époque le ministère de la Recherche, Valérie Pécresse, qui avait déplafonné. Au-delà de 100 millions d'euros, on pouvait déduire encore le CIR. Et c'est ce qui a fait exploser le montant total du CIR, qui est passé de 1 milliard à 7 milliards d'euros. Donc je crois que ce qu'on préconise au niveau de Finance Innovation, je parle bien sûr sous le contrôle de Max et du board, c'est que ce CIR ne soit pas raboté unilatéralement en ayant des mesures qui visent à faire décroître le pourcentage de déduction, mais plutôt plafonné vers le haut, parce qu'il faut épargner les sociétés de technologie
et en particulier les sociétés de la FinTech pour qu'elles puissent continuer à être compétitives, investir dans la recherche et développement et rester demain des leaders technologiques. Merci Bernard-Louis. Un petit mot, on a posé la question, donc vous avez suivi. Donc, dans la loi de finances 2025, le jeune docteur, donc 120% du crédit, 120% de remboursé sur le coût du jeune docteur a été donc enlevé. Donc on a demandé donc au FinTech, avez-vous fait appel à un jeune docteur ou jeune doctorant dans le cadre de votre R&D? Donc oui à 28%, donc quasiment un tiers. Dans la Deep Tech, c'est 100%. Donc en fait, c'est très important de remonter auprès des pouvoirs publics que ça a un effet, que la France, et je le répète tout le temps, la France est le premier pays en innovation en Europe après le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. C'est-à-dire que la France est le premier pays de l'Union européenne en innovation, et elle l'est parce que ça fait depuis des années qu'il y a une politique suivie avec de la discipline, c'est pas courant dans le gouvernement français, donc suivi de crédit impôt recherche, de soutien à la R&D, FUI, projet européen, enfin il y a tout un écosystème qui fait qu'on a atteint ce niveau-là. Donc si on décide de cost-killer, il y aura un coût voilà, après on peut le décider, mais il y aura un coût sur la croissance économique de long terme. Donc là, sur les fintech, on l'a quantifié, donc à peu près un tiers des boîtes qui embauchent des jeunes docteurs. Sur la deep tech, c'est 100%. Donc je répète, 100%. Donc si on veut développer la deep tech, nous, on a à peu près un tiers de deep tech dans les membres du pôle. Évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen de faire. Et on est dans le collectif JDCIR, donc avec plein d'écosystèmes, la French Tech, le France Digital, etc., etc. Et on a mesuré aujourd'hui, depuis 4 mois, donc abolition du jeune docteur, il y a eu 3000 contrats qui ont été arrêtés. Donc on voit qu'il y a vraiment un effet direct. Enfin, après, on peut considérer ça comme un problème, mais malheureusement, il faut investir dans. Si les États-Unis sont le premier pays dans le monde sur l'innovation, c'est parce qu'ils investissent massivement et beaucoup plus massivement que l'Union européenne. Pour ceux qui connaissent, moi j'écris pas mal d'articles sur ce sujet. Pour ceux qui connaissent le sujet, les aides publiques sont massives aux États-Unis, largement plus massives qu'en France, en Europe. Voilà, on voulait dire ça, c'est important de montrer que c'est pas sans impact l'aléa politique. Oui, effectivement, et on peut préciser que cette mesure de rabotage prise un peu à la hâte par les députés a été rétroactive. C'est-à-dire que les sociétés qui, dans leur business plan, en avril, avaient prévu une exonération de charges sur l'année 2025, se sont tout d'un coup retrouvées avec des charges en plus. Ça, évidemment, il faut avoir été dans le monde de l'entreprise pour le comprendre. Sur la présence de l'IA, là, on voit que au-delà des secteurs dans lesquels les sociétés investissent, il y a aussi l'accès pour les collaborateurs à l'IA. Et on voit qu'il y a vraiment une généralisation totale. C'est-à-dire que je pense que bientôt, quasiment plus personne dans les entreprises, en particulier FinTech, ne travaillera sans avoir recours, sans être assisté ou sans utiliser activement en général plusieurs IA. Et puis voilà, ça, j'ai déjà un peu anticipé sur ce slide, donc je ne vais pas revenir dessus. Sur nos défis. Un petit mot sur les risques. Donc 3 risques les plus importants. La conformité. Donc vous verrez, il y a plein de questions sur la conformité dans les slides. On n'a pas voulu trop développer ce matin, mais allez voir, c'est intéressant. La disponibilité du financement. Les taux ont remonté. Le capital s'est raréfié, donc c'est quand même plus compliqué. Et évidemment, la crise économique. J'en dis pas plus. Effectivement, sur les financements, c'est un des points importants aussi de cette édition du FinTech 100. Il y a, après les années euphoriques dont on a parlé, 2021, 2022, une brutale correction en 2023 sur les financements et qui s'est prolongée en 2024, mais avec une forme de stabilisation, ce qui fait que parmi les données que vous pourrez découvrir dans l'étude, nous avons aussi 2 points saillants qui sont le premier, le recours de plus en plus important aux emprunts. Et ça, c'est aussi un signe de maturité parce que les banques prêtent à des entreprises qui montrent des signes de maturité. C'était probablement pas possible avant. Et puis, un recentrage des financements autour des professionnels du secteur. Je ne prêche pas
pour ma paroisse, entre guillemets, parce que chez Truffle, on est spécialisé sur la fintech, mais ce que montre l'étude, c'est qu'un certain nombre d'investisseurs opportunistes, on peut penser à des hedge funds qui étaient très actifs, comme Tiger Global en 2022, ont totalement disparu du marché. Donc ça a recentré sur les acteurs professionnels. Et puis aussi, ça a accéléré les consolidations. On a vu que des acteurs comme BPCE avaient acquis des sociétés comme iPayDat, Sopra avait investi dans Participe. Donc on voit que le marché est quand même en train de créer des ponts entre les acteurs traditionnels et les fintechs. On va maintenant vous montrer le FinTech 100, donc qui sera en ligne, qui est déjà en ligne sur FinTech 100, il me semble. Le FinTech 100, alors ce qui a bougé par rapport à l'année dernière, on a 24 sorties, donc moins de sorties que l'année dernière. Je crois que l'année dernière c'était 39 sorties. Donc 24 sorties, donc 5 fintechs qui ont plus de 20 ans. On a décidé de faire une règle cette année, donc au-delà de 20 ans, vous n'êtes plus une fintech, une start-up, on considère. Donc ça a fait sortir 5 belles fintechs du classement. Donc Lyra, notamment Harvest, mais je voudrais Harvest. préciser que cette décision a été prise avant la cyberattaque qui a ruiné Harvest. 5 fintechs ont été rachetés, l'année dernière c'était plus. 5 fintechs ont été rachetés ou ont disparu, ou ont fait faillite. Et 14 fintechs qui étaient classés au-delà de 100. En fait, on classe l'année dernière, on avait classé jusqu'à 120 et cette année, on a classé jusqu'à 140. Donc, les 14 fintechs qui étaient classés au-delà de 100 sont remontés dans les 100. Donc, 24 sorties, 24 entrées. Donc, 10 nouvelles fintechs qui ont rempli le questionnaire, et donc pas des moindres, Memobank, Joko, Anaxago, qui n'avaient pas rempli le questionnaire. Donc, je pense qu'il nous manque encore quelques très grosses fintechs qui soit sont pas au courant, soit ne veulent pas, je ne vous dirai pas les noms, mais ne veulent pas être dans le FinTech 100, ne veulent absolument pas remplir ce questionnaire. Bon, il doit y avoir pas avec les investisseurs, j'imagine. Et 14, donc 10 nouvelles entrées, des gens qui ont rempli le questionnaire, et 14 qui sont rentrés et qui étaient donc au-delà des 100, au-delà des 100 l'année dernière. Voilà, donc vous voyez les 10 premières. Ce qu'on peut préciser, c'est que parmi les rares fintechs, puisqu'aujourd'hui la très très grosse majorité des sociétés ont répondu, il y en a même plus que 100, beaucoup plus que 100. Parmi les rares qui ont insisté véritablement, on les compte sur les doigts d'une main, même pas, enfin on parle de une à deux sociétés, ce sont en général des sociétés qui pressentaient, et d'ailleurs probablement avec raison, puisqu'on a fait des simulations, que leur classement allait diminuer de façon très significative. Donc l'un n'est pas sans corrélation avec l'autre. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on passe... on a quelques questions, on a quelques minutes pour les questions. Donc 4-5 minutes pour les questions. N'hésitez pas à poser 2-3 questions, puis on passera ensuite aux tables rondes. Première question est toujours la plus compliquée, mais je pense qu'on a été très clair aussi. Je pense qu'on peut se poser une question à nous-mêmes. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Max? Est-on optimiste sur la FinTech pour 2025? Oui, on est plutôt optimiste. En fait, déjà, le chiffre d'affaires qui croît. Les levées de fonds, même si elles sont moins bonnes qu'en 2021-2022, elles sont quasiment 2 fois plus élevées sur le FinTech 100 2024 que sur le FinTech 100 2023. Donc on sent qu'il y a une relance. Il y a quand même des très bons fondamentaux. L'écosystème se densifie, s'enrichit. Après, il y a toujours un côté paysan parcellaire chez l'entrepreneur français, donc il veut rester indépendant. Mais en réalité, il y a beaucoup de petites boîtes, beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que le fait que certaines boîtes rachètent d'autres, les grands groupes, les fintechs aussi, se rachètent beaucoup entre elles, c'est un bon signe de maturité de l'écosystème. Voilà, effectivement, on peut dire qu'on rentre dans une ère non plus de start-up, mais plutôt de scale-up, sociétés qui grossissent. Et probablement, ce sera une très très bonne année pour le M&A 2025-2026, avec une consolidation, puisque le paradigme a vraiment changé. Au cours de ces 2 dernières années, 2023-2024, on est focalisé sur l'EBITDA. Beaucoup de sociétés sont en train d'arriver à un EBITDA positif, donc le secteur se normalise.
On n'est plus à la croissance échevelée à tout prix, mais on regarde le coût d'acquisition. Et je trouve que beaucoup de sociétés font des progrès à pas de géant dans ce domaine. Une question. Ça a réveillé l'auditoire. Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre félicitation au palmarès. J'avais juste 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez des données sur, par exemple, la collaboration entre grands groupes et FinTech? Et le deuxième point, c'est que j'ai vu aussi une tendance, je ne sais pas si c'est une tendance, mais de FinTech qui sont maintenant clients de d'autres FinTech. Alors oui, vous verrez dans les slides, il y a au moins 2 slides sur le sujet collaboration. Est-ce que vous collaborez, à qui vous collaborez? Et ensuite, une slide de détails qu'on a présenté là. Vous verrez. Et franchement, un des phénomènes, quand on discutait avec le comité de pilotage, un des phénomènes qu'on a observé, c'est que évidemment les grands groupes rachètent les FinTech, mais aussi beaucoup les FinTech rachètent les FinTech. Et non seulement donc, de l'acquisition entre FinTech, mais aussi de la collaboration, du travail commun, des offres communes. Donc oui, on l'a tout à fait observé. Par exemple, dans le domaine de la Comptatech, vous avez Conto, FinTech, qui a racheté Regat, une autre FinTech. Et pour continuer à illustrer l'exemple, et qui est aussi une réponse, dans ce même domaine, vous avez BPCE qui a d'abord initié une collaboration pendant, je crois, plusieurs années avec la société. Et cette collaboration s'est ensuite transformée en un rachat. Donc on voit qu'effectivement, c'est une ère nouvelle qui s'accélère d'ailleurs. Une petite question par rapport aux InsurTech. Est-ce qu'ils ont souffert plus que les FinTech? J'ai l'impression que ça a été une période très dure pour eux depuis 2 ans. Les InsurTech, vous verrez dans la méthodologie, en fait, on avait changé la méthodologie l'année dernière qui avait quand même fait baisser les classements des InsurTech. On prenait en compte le coût du risque, donc et pas seulement les primes émises pour les InsurTech assureurs, et pour les InsurTech courtiers, on tenait compte vraiment de ce qui a été versé en termes de commission. Moi, je dirais que franchement, malgré le fait qu'on ait eu une vision plus dure de leur chiffre d'affaires, l'effet a été plus important l'année dernière que cette année. Cette année, je trouve que, par exemple, Descartes est dans les 10 premiers, il remonte. Léo Kerr aussi est bien classé. Franchement, intuitivement, je dirais comme ça, non pas trop. Oui, les InsurTech sont quand même, on le voit dans le classement, assez bien représentés, assez bien placés. C'est vrai que sur le marché du financement, ça a été beaucoup plus dur pour les FinTech que, par exemple, pour les acteurs du paiement. Ça, c'est un fait. Mais les InsurTech constituent une composante importante du marché de la FinTech. On a fini le timing. Je propose qu'on passe à la première table ronde. Donc, Merci à vous. À toi. Okay, merci beaucoup. Je vais appeler Héro Empruel de Smile & Pay. Il est CEO de Smile & Pay, solution d'acceptation de cartes bancaires pour les commerçants. Laurent Monéger, Chief Innovation Officer BPCE, et aussi champion d'Open Banking chez eux. Et notamment, il est président du conseil de surveillance de Expolens. Cédric Nallet, CEO de SmartPush, qui offre des solutions de mobilité bancaire et aussi des agents IA qui permettent aux banques d'utiliser des données bancaires pour améliorer l'expérience client. Et Sébastien Claes, CEO de iPayDat, solution de gestion de trésorerie et de facturation électronique. Donc, bienvenue. Merci, Patrick. Donc, je vais juste commencer avec une question globale. Quand vous pensez de acquisition d'un FinTech, quelle société ou transaction vient à l'esprit et pourquoi? C'était pas prévu ça, Patrick. je rebondis sur ta question. Moi, je pense à Visa qui rachète Tink. C'était quand même un mouvement massif avec une valorisation énorme il y a quelques années, qui a montré la stratégie d'un acteur du paiement international, la volonté de passer du paiement au service financier. Donc une accélération par une technologie.
Et peut-être aussi un mouvement, souvent la fintech reste dans l'écosystème fintech, des gros, des tout petits. Mais ce qu'on voit, c'est que là, il y a quand même des éditeurs de logiciels dont c'est pas forcément la culture, hein, la conformité, tout ça, qui se déplacent et qui, dans ce mouvement d'embedded finance, achètent des fintech. Et donc, on a pas mal de MyPost, Top Order et beaucoup de mouvements autour des éditeurs qui achètent des fintech. Oui, c'est vrai. On voit pas mal de gros fintech qui achètent les plus petits. J'ai l'impression que c'est plutôt pour le produit que pour les parts de marché. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a une notion de part de marché, mais je pense qu'il y a aussi cette capacité à augmenter la valeur pour chaque client et donc de le couvrir son fonctionnel encore plus fort et encore plus vite. Et bah voilà, c'est toujours pareil, le petit a tendance à être un peu plus agile et à trouver une innovation. Et après, il faut l'intégrer dans un portefeuille plus large des clients. Ça peut aussi être une mécanique de recrutement. Mhm. Parfois, les grands acteurs, notamment les banques, rachètent des fintechs, bien sûr pour le produit, pour l'accélération de PNB que ça apporte, mais aussi pour les talents. Parce que recruter des talents dans le secteur de la data, de l'IA ou du développement, tout simplement, c'est compliqué. Ça fait gagner du temps. Et pour ma part, la fintech qui m'a donné la puce à oreille, enfin le rachat qui m'a donné la puce à oreille, c'était Visma qui a racheté Income, qui est un logiciel de production comptable, qui pour moi démarrait en fait la consolidation du marché de la compta-tech. Et je pense que là, en fait, c'est un rachat qui avait pour but de créer un écosystème d'outils compatibles pour créer une espèce de gros outil qui va prendre toutes les parts. Et tout le monde s'est dit, bon, il faut qu'on fasse pareil, ou en tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose. OK. Bah, je vais parler en fait de l'acquisition de iPayDat par BPCE. Donc, chez BPCE, qu'est-ce qui vous a amené à acquérir iPayDat? C'était... Ouais. Alors, c'est un long processus. En fait, déjà, effectivement, par rapport au point d'avant, il n'y a pas tant d'acquisitions que ça de fintech par des banques françaises. Hein. Quand on regarde les derniers, en tout cas sur les 2-3 dernières années, c'est assez rare. Et BPCE ne fait pas exception à la règle. On n'a pas acheté de fintech en tant que tel. Nous, on est plutôt sur un mode de partenariat avec ces sociétés. Donc des partenariats qui sont de différentes natures. Ça peut être des partenariats effectivement commerciaux, ça peut être des partenariats technologiques, c'est souvent le cas. Ça peut être des partenariats capitalistiques. C'est plus rare, mais ça peut arriver également. Et dans une logique assez classique, ce qu'on recherche dans ces fintechs, hein, c'est une capacité à innover, une agilité, souvent une focalisation très forte sur une thématique spécifique que nous, on a du mal à traiter de manière aussi focalisée, une absence de legacy technologique qui fait qu'ils peuvent aller plus vite, et puis aussi une liberté, on va dire, par rapport au carcan de conformité, de sécurité et de règles qu'un grand groupe bancaire peut avoir. Et puis ces fintechs-là, nous, on leur apporte en tant que grand groupe bancaire une force de frappe financière, opérationnelle, des processus, l'accès à une base client très significative. Donc c'est plutôt ce type de partenariat qu'on a avec les fintechs. Alors effectivement, le cas d'iPayDat, c'est un cas particulier parce que on a d'abord commencé en tant que petit actionnaire via Truffle. Donc là, en fait, on est tous autour de la table, c'est une coïncidence, mais en tant que LP de Truffle, on était actionnaire d'iPayDat depuis longtemps, donc on connaissait toutes les qualités. Et puis en 2023, on avait, à l'issue d'un processus d'analyse des solutions de gestion du marché, décidé d'être en partenariat commercial avec iPayDat, donc avec une distribution par les banques populaires et les caisses d'épargne de la solution iPayDat pour leurs clients B2B, pour leur apporter une solution de gestion, notamment dans la perspective de l'arrivée de la e-facturation, et donc pour pouvoir compléter notre offre de banque à distance avec une solution du meilleur niveau. Et puis on s'est dit en fait qu'on n'allait pas assez loin, parce qu'en fait, notre conviction, c'était que finalement, ces solutions de gestion devenaient le core business de la banque, parce que en fait, nos clients B2B avaient besoin, dans leur banque à distance, d'accéder à toutes ces fonctionnalités. Et donc, on s'est dit, en fait, on ne peut pas être en dépendance stratégique sur cette partie. Donc, on veut contrôler stratégiquement cet asset technologique pour pouvoir proposer à nos clients une solution de meilleur niveau dans leur quotidien. Et donc, on était déjà partenaire d'iPayDat, qui nous semblait être la meilleure solution. Et donc, on leur a proposé effectivement de rejoindre le groupe, non plus comme partenaire commercial, mais comme filiale intégralement. Et donc, on a effectivement le plaisir d'être partenaire de Sébastien
au sens capitalistique, en plus du sens technologique et commercial. Il y avait aussi un effet de marché à ce moment-là, parce que la facturation électronique, tout d'un coup, il y avait un intérêt dans tous les fintechs qui faisaient ça, et donc Conto qui regarde, etc. Donc, effectivement. C'était un peu le moment d'agir. Plus récemment, Crédit Mutuel à Kisekino, je pense qu'on partage tous le constat que la réforme de l'e-facturation va accélérer la digitalisation des petites entreprises et nécessiter le fait que ces entreprises aient accès à toute une plateforme de services, de gestion, de pré-comptabilité. Donc je pense que l'ensemble des banques partagent les mêmes analyses. Donc je ne sais pas si on a tous raison ou tous tort. En tout cas, on a plutôt tous la même analyse de cette tendance de fond. Ok. Et Sébastien, comment tu as vécu l'intégration après l'acquisition? L'intégration s'est très bien passée. En fait, comme l'a dit Laurent, on savait travailler ensemble. Donc on avait commencé par un partenariat 2 ans avant qui se passait bien. Donc le fit était là. Donc après, on savait que ça allait bien se passer. Il y a toujours des questions de scalabilité et de répondre aux SLA des banques aussi. J'imagine pour vous, c'était une grande accélération en termes d'échelle. Oui, c'est toujours un sujet qui est sur la table d'ailleurs. Comment on va faire pour... ils ont 800 000 clients potentiels à nous mettre. Donc nous, on a maintenant des travaux de scalabilité, de mise à l'échelle, et puis que ce soit technologique ou RH. Voilà, on change nos organisations pour s'adapter. Donc ça, c'est des travaux qu'on a démarrés il y a 1 an, qu'on est encore en train de faire. Okay. Et sur la partie réglementaire, est-ce qu'il y avait des gros sujets parce que vous n'êtes pas agréé ou vous n'avez pas une licence bancaire, mais quand même dans le cadre d'une acquisition, la question de compliance, etc. Alors là-dessus, on a eu un petit peu de chance, on va dire, parce qu'en fait, il se trouve qu'en parallèle de ce processus, nous, il y avait la réforme sur la facturation électronique qui était important pour nous et qui nous a obligés en fait, à passer un certain nombre de certifications. Donc la certification ISO 27001, des choses comme ça, qui obligent l'entreprise à se mettre en conformité sur plein de domaines plutôt sécuritaires. Et du coup, quand c'était le moment de passer tous ces audits avec le groupe, en fait, on avait déjà pas mal de docs qui étaient présents et on avait monté en gamme niveau sécurité sur pas mal de sujets. Donc ça s'est fait, plutôt comme ça. Au sujet de réglementation, vous êtes une société aussi régulée par la CPR. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et comment ça impacte dans les négociations potentiellement avec un acquéreur? Parce qu'aussi, vous avez eu de l'intérêt de certains potentiels acquéreurs aussi. Oui, en effet. Et, le point principal qui est assez particulier de temps en temps pour une startup qui a une licence et de plein droits directement avec le régulateur, et dans les discussions du coup avec des groupes bancaires, c'est que c'est vrai que en général, dans un groupe bancaire, on parle à l'inspection générale en interne sur l'opérationnel, et puis la fintech, elle parle directement au régulateur, à la CPR. Donc il y a une espèce de prise en compte de l'ensemble du code monétaire et financier applicable au service de la fintech en question, et du coup, on est par défaut dans une obligation de maîtrise de beaucoup de sujets. Par contre, alors spécialisés, purement au service qu'on fait. Alors que, par contre, du coup, quand on discute avec une banque, on parle le même langage. Le premier élément, et on parlait de processus, c'est que c'est procéduré, la conformité. Donc là, on parle le même langage. Enfin, typiquement, voilà. Et après, du coup, c'est vrai que dans un rapprochement avec une banque, on peut scaler en application d'un exercice qu'on a déjà fait sur la conformité, c'est-à-dire des processus, de la mesure, les 3 niveaux de contrôle et ainsi de suite. Donc il y a un bon match de culture. Et à l'inverse, dans les discussions que Smilentech peut avoir par rapport à son attractivité aujourd'hui, justement, par exemple, quand on parle à un autre établissement de paiement ou une autre fintech, là aussi, on s'aligne assez facilement. Et là où c'est un peu, les discussions sont un peu plus dans la découverte, c'est quand justement on parle à un éditeur. Où là, effectivement, ils ont des aspects type ISO 9001, qualité méthode, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec être conforme à DORA, typiquement. Voilà. Donc,
Mais pour le coup, cette approche d'une petite société, typiquement nous, on n'est pas très nombreux, hein, on est 40, on a un niveau de structuration par rapport à un grand éditeur, par exemple, qui est assez mature au final, puisqu'on est régulé. Donc on peut toujours voir la conformité comme un obstacle ou une contrainte, mais c'est vrai que nous, on considère surtout ça comme une capacité à être structuré, à savoir que les process sont indispensables, et donc effectivement à atteindre de l'efficacité, quoi. Okay. Oui, on voit qu'il y a certains acquéreurs qui s'intéressent à acquérir la licence d'un fintech. Ça, c'est clairement un élément qui rajoute de la valeur à la société. J'imagine pour les banques, est-ce que ça rajoute à la valeur ou c'est plutôt juste L'aspect réglementaire, tu veux dire? Oui, l'aspect réglementaire. C'est compliqué, ça va dépendre vraiment du métier dont on parle. Effectivement, quand on est sur du paiement, c'est intéressant. Bon, globalement, les banques, elles ont à peu près toutes les licences et tous les agréments, donc c'est pas tellement ça qu'on recherche. C'est comme une marque de confiance. Dans le cas d'iPezat, il y avait un agrément PDP ou une licence, je ne sais pas si c'est un agrément ou une licence, mais une immatriculation PDP qui était intéressante à avoir. Mais c'est pas forcément spécifiquement l'actif qu'on a recherché, c'était plutôt la plateforme et les individus et les talents qu'on avait. Et quand on rachète une plateforme de ce type-là, je ne pense pas qu'on s'attend à y trouver un niveau effectivement de scalabilité qui est celui d'une banque, parce que sinon, c'est ce qu'on disait, la force d'une start-up, c'est son agilité. Si elle avait dès le départ mis en place du Dora, en fait, elle serait morte avant d'avoir lancé le produit. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. Donc, on sait quand on prend une société comme iPezat, aussi qualitative et aussi structurée soit-elle, on sait qu'on aura besoin de hausser le niveau de jeu sur plein de dimensions réglementaires, conformité réglementaire ou conformité au processus interne du groupe. Je crois que vous étiez à l'époque à 5000 clients, si je ne dis pas de bêtises, et 1000 experts comptables. Le vivier de clients chez BPCE qu'on atteint, c'est un petit million. Donc effectivement, c'est pas pareil, 5000, 1 million. Et donc on sait qu'on doit remettre du gaz, de la conformité, plein de choses, mais ça fait partie on va dire de l'expérience d'intégration. Et toute la difficulté, évidemment, c'est de hausser ce niveau de jeu sans casser la culture, l'agilité qui font la valeur d'une équipe et d'une structure comme iPezat. Donc notre enjeu, c'est les faire monter effectivement sur un niveau de processus et de conformité qui est celui indispensable pour une grande banque, tout en préservant cette fraîcheur, ça fait un peu naïf comme terme, mais cette agilité qui leur est propre. Okay. Cédric, oui, Patrick. Vous avez un cas un peu différent parce que c'est vous qui êtes l'acquéreur d'un fintech qui vient d'un grand groupe. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Bien sûr, oui. On a vu dans le rapport, justement, qu'il y avait finalement, la DSP2, c'est plus de 7 ans maintenant, mise en application. Donc, on peut considérer qu'il y a une maturité et la consolidation est là. Et dans la consolidation, pour moi, on a 2 axes. On a le grand groupe ou la banque ou le BPO qui rachète une fintech pour accélérer, remonter dans la chaîne de valeur. Et on a aussi la fintech qui a construit, et je crois que c'est toujours le point de départ, c'est ce que tu as vécu, toi, Sébastien, avec BPCE, un partenariat fort. Et c'était notre cas avec un acteur du BPO, Majorel, qui sert d'ailleurs les banques côté service client, expérience CCRM, avec qui on travaillait déjà depuis 2 ans sur des synergies, des convictions qui étaient partagées, synergie technologique et commerciale, exactement la même histoire, sauf qu'ils ont dû se recentrer sur leur cœur de métier. Et dans ces cas-là, c'était plutôt l'idée de se dire « Ok, je me débarrasse d'un actif, parce que c'est la stratégie du groupe, mais je dois le faire en garantissant la pérennité du service et la satisfaction des clients. » Le vrai sujet pour Majorel, c'était ça. Donc ils ont fait un appel d'offres pour trouver l'acquéreur potentiel de la société qui s'appelle EasyList, en l'occurrence, qui est le leader français de la mobilité bancaire. Ils disent à qui on peut confier ce bébé qui est important puisqu'il garantit l'acquisition des clients des banques. Pour vous donner quelques chiffres intéressants, la mobilité bancaire, c'est quand vous changez de banque, vous avez un nouveau RIB, il faut le transmettre à tous les émetteurs pour que la fluidité des services puisse s'opérer. C'est 2 millions de Français par an qui changent de banque. Et 80% du temps, c'est parce qu'il y a un prêt immobilier qui se fait. Donc c'est un moment critique, c'est un moment de vie, vous changez de maison, vous changez de banque, et pour la nouvelle banque, c'est une entrée en relation. Il faut garantir ce temps de passage. On était déjà sous-traitant pour Majorel sur la partie professionnelle DSP2,
puisque la mobilité bancaire est encadrée par la loi Macron de 2017. Donc sur les particuliers, le spectre était couvert déjà très bien par Majorel. Et l'idée, c'était d'innover sur les professionnels pour organiser de manière sécurisée et technologique la migration des professionnels chez les nouvelles banques avec une mobilité des SP2. Ce qu'on opérait déjà pour eux avec succès. On a gagné l'appel d'offres, on a acquis la structure, après avoir analysé concrètement avec notre board, puisque pour être totalement transparent, l'acquisition d'EasyDis, pour nous, ce n'était pas dans notre stratégie. Elle nous a été soumise par Majorel, puisque le partenariat était pertinent et les satisfactions clients pouvaient être garanties. On l'a analysé de manière concrète et on a vu clairement qu'avec des synergies, notamment grâce à l'IA, qu'on évoquait tout à l'heure, on pouvait opérer des économies et des accélérations commerciales qui pouvaient permettre à SmartPush, dans le cadre de sa stratégie de croissance, d'en tirer des bénéfices qui étaient forts. Le deuxième point pour moi qui est important, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est une stratégie de croissance. Justement, ce n'est pas simplement pour atteindre, bien sûr, c'est pour atteindre une masse critique. C'est ce qu'on cherche tous à atteindre, notamment la rentabilité, puisqu'on voit qu'on est rentré dans une ère de rationalisation. Il faut qu'une entreprise soit rentable, notamment une fintech, pour pouvoir se vendre correctement à terme. Mais c'était surtout parce qu'on avait des synergies métiers forts. Donc racheter un acteur de niche sur la mobilité pour augmenter la couverture de notre chaîne de valeur, pour nous, ça c'était le plus important. Et créer des synergies business et de l'accélération commerciale. Voilà. Oui, c'est intéressant que ce n'était pas dans votre stratégie de chercher une acquisition, mais quand l'opportunité est arrivée grâce à ce partenariat, vous avez vu en fait des synergies et voilà, vous êtes lancé dessus pour en profiter, quoi. Donc ça apporte plein à une base de clients qui est très important aussi. C'est ça. Et vous pouvez construire. Parler un peu plus de l'IA, parce qu'en fait, l'IA maintenant, c'est obligatoire en fait. Oui. Si on ne fait pas de l'IA, c'est. Donc, sur quel est-ce que vous travaillez pour augmenter la valorisation et le potentiel de sortie de vos entreprises? Je vais rebondir sur ta question. Moi, je vois trois phases. Je vois la fintech 1.0, qui est celle qui est née post-DSP2, où l'idée c'était de construire les tuyaux de paiement et d'agrégation bancaire. Donc là, c'était du connecteur essentiellement. Et la phase 2, qui était de dire la fintech 2.0, c'était comment est-ce sur la base de cette connectique, comment est-ce que je construis une meilleure expérience client. C'était l'UX, le sujet, après la connectique. Et le troisième temps, pour moi, on est en plein dedans, c'est comment j'intègre l'IA dans cette chaîne de valeur pour personnaliser en temps réel les parcours clients en fonction du profil du client. Et chez SmartPush, dans le cadre de la mobilité bancaire, c'est vraiment ça qu'on va mettre en place. Et des parcours de crédit, c'est grâce à l'IA, bien sûr, optimiser les processus, c'est ce que disait Bernard Louis tout à l'heure, le processus interne, c'est essentiel. Répondre à un appel d'offres, par exemple, d'une grande banque, normalement, pour une fintech, c'est plusieurs semaines de travail. Aujourd'hui, avec l'IA, ça peut se réduire à 2-3 jours. Donc c'est essentiel pour être plus agile. Et dans les parcours clients, nous, ce que ça nous permet, c'est de construire des parcours en temps réel qui ne sont plus figés dans des processus classiques digitaux, mais plutôt, voilà, est-ce que je déclenche une brique d'analyse d'un document fraudé? Est-ce que je balance l'open banking? Est-ce que je fais une connectique aux impôts en fonction du profil et en temps réel? Vous analysez des données bancaires, plein de données, mais y compris les données bancaires. Pour les banques, est-ce que ça... si j'ai bien compris, il y a certains types d'utilisation des données où vous n'allez pas aller trop loin. Par exemple, utiliser des données pour vendre plus de produits, par exemple. Vous préférez que ça soit focusé plus sur améliorer l'expérience client. Est-ce que c'est une bonne compréhension du sujet? C'est un peu compliqué de répondre en 5 minutes sur ce sujet-là, parce que le sujet de la data client, déjà, il est extrêmement cadré par toutes les règles qu'on connaît. Il y a deux sujets, en fait. Il y a effectivement, ce dont tu parles, c'est les données plutôt de type CRM. Donc, côté des grandes banques, en général, on est assez... ça dépend de la culture des banques. Toutes les banques n'ont pas la même. Pour les grandes banques traditionnelles, on va dire, on essaie de ne pas trop spammer les clients avec des communications commerciales ciblées. Donc, on en fait un petit peu, mais on considère que les clients payent pour un service, qui ne sont pas là pour être spammés trop par des offres. Donc, on essaie d'être vraiment très, très sélectif et pointu et de faire des propositions que lorsqu'on pense que ça apporte vraiment une vraie valeur au client. Donc là-dessus, on l'utilise peu. Par contre, la partie data, elle est plus utilisée, effectivement. Et ça, c'est pour des questions, ne serait-ce que de conformité, pour des éléments de scoring. Par exemple, ça, c'est nécessaire au métier bancaire.
Oui, effectivement, on a plusieurs sujets sur la data. On a par exemple la remédiation. Comment est-ce que je mets à jour le dossier d'un client qui a oublié de nous envoyer sa fiche d'impôt de cette année. Il y a l'amélioration de la qualité de la donnée pour améliorer la connaissance client, tout simplement. Dans la DSP3, on a vu apparaître des sujets sur la qualité des relevés de compte, donc la data quality aussi. Donc le sujet est vaste, ouais, la qualité de la donnée. Mais c'est la connaissance client au final. Non, c'est vrai que les deux cas d'usage principaux qui ont été indiqués tout à l'heure sont évidemment service client, bien entendu, puisqu'on a de la donnée et évidemment on va beaucoup mieux exploiter et créer une meilleure expérience de support au client. Et notamment, c'est un gain d'efficacité quand on parle de service client, parce que selon la segmentation des clients, on a plus de temps à passer selon le type de client. Donc c'est là où l'IA aide aussi beaucoup, c'est que ça ne baisse pas le niveau de service, ça a tendance même à potentiellement l'augmenter, et pour autant réduire les coûts unitaires par rapport à la segmentation des clients. Donc c'est pas juste c'est super parce qu'on a un chatbot et il répond bien, c'est aussi un gain d'efficacité en interne, et ça c'est évidemment important. Le deuxième aspect, évidemment, l'automatisation des process. Plus ça va, plus on travaille dans des environnements apaisés, donc c'est vrai que ça va assez vite de connecter. Et je dis bien ça dans un cadre réglementaire que tout le monde connaît, donc il n'y a pas de problème. Mais là, ce qu'on commence nous à voir, c'est qu'effectivement le paiement c'est la data, et que l'IA va, en tout cas nous, on est déjà en train de travailler sur des éléments qui sont vraiment de la pure innovation, la création de valeur pure et dure par rapport au produit paiement lui-même. Voilà, alors je ne vais pas en dire plus évidemment, puisque on est vraiment en R&D là-dessus. Mais il y a vraiment le next step qui est pas uniquement l'expérience client, qui n'est pas uniquement travailler la data, mais aussi d'arriver à générer de l'innovation dans un secteur, et si on regarde le paiement carte, qui est quand même assez contraint par des protocoles, par des règles quand même très installées depuis des dizaines d'années. Sébastien, entrepreneur post-acquisition, vous travaillez sur des sujets d'innovation, tu as envie de relancer une entreprise? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui, pourquoi pas. Et puis après, juste pour rebondir une petite minute sur le sujet de l'IA, moi je pense que la partie processus et optimisation des process, en fait, elle est beaucoup plus importante qu'on l'imagine, parce que, comme disait Bernard Louis tout à l'heure, demain, les règles sur lesquelles on travaille sont différentes. Maintenant, il faut faire les bidas tout de suite. Ça veut dire qu'il faut être plus efficace, il faut pouvoir faire plus avec moins de personnes. Et moi, nous, on utilise là où on peut. Je trouve ça incroyable le temps qu'on peut gagner avec ça. Donc, pour le coup, les entreprises de demain vont pouvoir vraiment viser ces EBITDA positifs le plus vite possible, parce que clairement, on va avoir besoin de moins de personnes pour y arriver. Donc, c'est très très utile pour ça. Et puis, c'était quoi la deuxième question? Est-ce que tu veux lancer une autre entreprise? Ah oui. En tout cas, si j'en lançais une, j'utiliserais beaucoup l'IA. C'est clair. À l'avenir, est-ce que vous pensez que la période des soldes est terminée? Et pensez-vous que la plupart des fusions-acquisitions dans le secteur des technologies financières, est-ce qu'ils seront des ventes en difficulté ou des opérations de croissance? Est-ce qu'on est positif ou pessimiste? J'ai envie de dire, en fait, de toute façon, si ce genre d'opération-là, elle est toujours dans une dynamique de création de valeur. Donc, de toute façon, c'est positif. Et c'est pas pour juste faire du positivisme à outrance, mais de toute façon, il y a bien un asset, il y a de la valeur, et la valeur, de toute façon, se crée. Comme on l'a vu, c'est depuis 2023 que maintenant tout le monde est bien cadré sur la recherche de rationalité. Donc ça fait quand même 2 ans que l'ensemble de l'écosystème, de toute façon, cherche de la rationalité. Alors, plus ou moins vite, effectivement, mais de toute façon, on a déjà tous beaucoup avancé sur l'efficacité, de la ressource financière par rapport aux résultats. Donc en tout cas, si je peux parler un peu de Smile & Pay, on est effectivement bien sur de la croissance, ouais, clairement. Tu veux répondre, Laurent? Non, je pense qu'on ne peut pas être aussi manichéen que ça par rapport à tes questions. Ce n'est pas noir ou blanc. Je pense qu'on aura les 2 types d'opérations. On aura des sociétés qui, d'ailleurs, pour moi, je pense que l'intégration de l'IA dans le quotidien des fintechs sera sans doute game changer entre celles qui font de l'EBITDA, celles qui seront plus efficaces, celles qui délivreront plus vite et mieux, celles qui sauront l'intégrer, pour moi,
vont continuer de croître fortement. Celles qui l'intégreront peut-être un peu plus tard auront des problèmes d'exécution et probablement seront en difficulté. Et donc, ça pour répondre à ta question, pour moi, il y aura des opérations d'acquisition liées à des difficultés par problématique d'exécution, mais aussi des acquisitions parce que l'exécution sera telle et l'efficacité de processus, d'expérience client, etc. seront telles que pour un grand groupe, ça fera sens pour remonter dans la chaîne de valeur et sécuriser finalement le périmètre. Pour donner un peu le point de vue de VC, nous ne sommes pas dans cette position, mais il y a certains fonds, ils arrivent à la fin de vie. Il y a une certaine pression pour faire des sorties de leur portefeuille, etc. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de secondaries arriver où, en fait, ce n'est pas la bonne décision pour la société de vendre. Donc, il faut continuer. Mais le fonds doit vendre à un autre à une réduction de prix pour que ça puisse continuer à développer. Dernière question avant le Q&A. Si vous avez une idée de démarrer un fintech maintenant dans le but de le vendre très cher et le plus vite possible, vous feriez quoi? À part votre entreprise que vous faites déjà, évidemment. C'est un peu la question à 1 milliard, quoi, c'est ça? Enfin, en tout cas, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a encore plein de secteurs de l'économie qui ne sont effectivement pas encore digitalisés. Donc, je prends un exemple, parce qu'il est concret, on le voit, mais on voit la facturation électronique. OK, ça commence. Mais il faut imaginer qu'il y a à peu près effectivement 1 million de commerçants ou 2 millions de petits commerçants en France. Et je parle des petits parce que ça a tendance à être les moins digitalisés. Mais il y a des centaines de milliers de petits commerçants qui aujourd'hui traitent encore leur business de tous les jours avec un cahier. Donc, d'une certaine manière, avoir cette capacité à capter la data qui n'est pas encore digitalisée et en faire quelque chose, oui, il y a probablement là, dans les 2 années à venir, quelque chose d'assez extraordinaire, parce que vous avez un pan entier de l'économie qui, finalement, sur de la donnée qui est intéressante, la donnée de vente ou la donnée de paiement, n'est pas encore partagé ou associé à d'autres éléments. Donc, il y a le PDP, mais du coup associé au paiement, associé au logiciel de caisse, associé... Voilà, donc il y a tout cet écosystème-là. Ça fait 40 ans qu'il tourne avec un TPE et puis un cahier. Bon, bah là, il y a quand même une espèce de puits assez incroyable. Et je pense que c'est là-dessus qu'il y arrive. Tu réponds, Sébastien? Oui, je pense que je resterai dans la FinTech. Peut-être, moi, j'ai remarqué là, les gens qui créent des boîtes en ce moment, ça change un petit peu de type de... Enfin, il y a du B2B, il y a du B2B2B. Nous, on a fait du B2B direct, c'est-à-dire qu'on vend un outil directement à l'entreprise utilisatrice. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des gens qui créent des services qui aident les autres entreprises à être plus efficaces. Et ça commence à mieux marcher, donc peut-être que j'irai là-dedans. Et puis, de toute façon, là, l'objectif, ce serait de chercher l'EBITDA positif le plus vite possible, plutôt que de chercher la série ABC comme en 2021. Donc, stratégie aussi de comment y arriver différente. Pour répondre à ta question, moi je dirais qu'on se concentrerait sur... en tout cas, moi, si je devais lancer une boîte demain, ce serait une boîte d'agents. D'agents IA spécialisés dans la finance. Mais c'est en même temps, c'est l'histoire, la deuxième phase de l'histoire de Smart Push. Donc, quelque part, on va la construire quand même. Parce qu'on a besoin de copilotes au quotidien. On voit bien les familles sont un peu débordées. Notre vie financière à tous, gérer son entreprise, la compta, le budget de la famille, c'est pas simple. Et pour moi, la banque doit accompagner les citoyens dans ce sujet, avec des gens au quotidien. Alors moi, je suis un très mauvais exemple. Je suis pas entrepreneur, donc je pense que ce que je vais dire n'a pas beaucoup de valeur. Je suis pas entrepreneur. En plus, je suis pas VC, donc je sais pas miser sur les bonnes entreprises. On vous confie ça à des spécialistes comme Truffle. Intuitivement, moi, je pense que je partirais sur un sujet de paiement où je pense qu'il y a beaucoup d'innovations déjà qui ont eu lieu, mais il reste pas mal de choses à faire, avec des évolutions et des ruptures à venir qui me semblent intéressantes. Donc, je pense que je partirais sur les paiements. Mais encore une fois, je suis pas entrepreneur, donc je pense que ça vaut rien ce que je vous dis. Ok, bah, très bien, merci beaucoup. J'ouvre aux questions-réponses. Qui a des questions?
Merci beaucoup. Bonjour. Une question pour Laurent. Avec l'arrivée des stablecoins qui existent aujourd'hui, l'arrivée des monnaies digitales des banques centrales, est-ce que la stratégie de BPCE, ça sera de développer des solutions en interne ou de s'appuyer sur des partenariats ou des acquisitions de fintech à l'avenir? Merci. Alors, c'est une question qui est large parce qu'en fait, quand on parle de stablecoin, le terme stablecoin, il recouvre plein de choses différentes. Si on parle de monnaie de banque centrale, si on parle de monnaie de banque commerciale, est-ce qu'on parle de crypto-actifs? Donc, la réponse, elle va dépendre un peu de quoi on parle spécifiquement. Sur la partie... alors, BPCE dispose aujourd'hui d'une société sur la crypto qui s'appelle Exarch, qui a été montée de toutes pièces. Qui aujourd'hui n'a pas d'activité commerciale. Donc voilà, donc une partie de la réponse, c'est qu'on fait pas mal en interne de choses. Et effectivement, pour la partie stablecoin en tant que telle, il y a tout un cadre réglementaire qui va devoir évoluer et se clarifier. Et sur ce sujet-là, on sera forcément en collaboration étroite avec des fintechs ou d'ailleurs des grosses fintechs, dont je sais pas comment ça s'appelle, des grosses techs, ou des gros acteurs bancaires, parce qu'en fait, c'est un sujet d'écosystème et donc on ne peut pas travailler seul. Quand on parle de stablecoin, il y a un émetteur, il y a toute une chaîne de transport. Tout à l'heure, je parlais des paiements, donc ça fait partie peut-être des sujets typiquement où je travaillerais si je devais être entrepreneur. Mais la réponse est compliquée à donner sur les stablecoins, parce qu'en fait, il faudrait segmenter en cas d'usage spécifique. Est-ce qu'on parle de B2B, de retail, de banque, de monnaie wholesale ou de monnaie de détail? Donc là, ce serait compliqué. Il faudrait toute la matinée, je pense, pour entrer là-dedans. Mais en tout cas, la réponse courte, c'est que on va faire beaucoup nous-mêmes parce qu'on considère que c'est des sujets qui relèvent de la souveraineté des banques. Mais on aura besoin de toute façon d'être en collaboration étroite avec l'écosystème bancaire et de la tech et les régulateurs là-dessus. Bonjour. Merci pour vos retours d'expérience. J'ai une petite question sur qui rachète les fintechs. D'un point de vue réglementaire, est-ce qu'une fintech, elle peut être qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème, donc qu'il s'agisse des banques, des assurances, des mutuelles, est-ce que d'un point de vue réglementaire, elle peut être rachetée par une banque? Voilà. Ça, c'est ma question. Est-ce qu'une fintech peut être rachetée par une banque? Oui, mais si tous ses clients sont toutes les banques. Oui. Ouais, sur l'aspect réglementaire, oui. En fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une licence... le changement d'actionnariat majoritaire est validé par le régulateur. Et donc à partir du moment où le projet industriel est tout simplement pertinent et correct, effectivement, il n'y a pas de problème pour qu'une banque puisse acheter une fintech qui elle-même sert des clients français qui sont dans toutes les banques. C'est vraiment une... En tout cas, on peut. Après, il faut que le projet industriel ait du sens. Merci. J'avais juste une question concernant les rachats. J'ai vu pas mal de rachats franco-français, entre guillemets. Est-ce qu'on est aussi sur une tendance à des rachats plutôt européens, enfin internationaux, ou est-ce que des fintechs françaises puissent aussi racheter d'autres fintechs européennes qui sont aussi en expansion dans d'autres marchés? Donc c'est juste une question. Je peux répondre à ça parce que je l'ai un peu vécu. En fait, c'est justement une stratégie pour certaines boîtes qui sont sur un secteur d'activité dans un autre pays, de se lancer dans un autre pays là où ils ne sont pas, plutôt que de partir à zéro. En fait, ils vont simplement racheter la même boîte qui fait la même chose dans ce pays-là. Donc, sur l'exemple dont je parlais tout à l'heure de Visma qui a racheté Income, en fait, Visma, il veut une présence sur la Contatech en France. Ils sont allés full en acquisition. Et après, ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont acheté Chaintrust, ils ont acheté Fintesis d'ailleurs récemment, et ils sont arrivés très bien. Et du coup, maintenant, ils sont présents et ça s'est fait en 1 an et demi, quoi. Donc oui, et puis ça fonctionne bien pour ceux qui se mettent dans ces aventures-là. Je vais juste confirmer, parce que c'est vrai que sur la partie paiement, c'est la même chose. C'est-à-dire que typiquement, et peut-être encore un peu plus sur le paiement, j'en sais rien, mais bon, on a le fameux carte bancaire chez nous.
Et finalement, peu d'acteurs arrivent à vraiment craquer un peu comment carte bancaire fonctionne, en tout cas comment les comportements des premiers à avoir créé une carte à puce et fait du paiement en scheme, hein, c'est carte bancaire. Donc c'est vrai que tous les étrangers qui arrivent sur le marché français se disent bon, comment je fais? Et en général, c'est un peu compliqué. Et donc ils se disent bon, le mieux, effectivement, comme dit Sébastien, potentiellement, si je fais une acquisition d'un spécialiste local. Et pour répondre à ta question, je dirais qu'on a plusieurs cas de figure. On a effectivement sur un marché domestique, on a un acteur, un grand corporate qui peut racheter une fintech, c'est le cas de BPCE avec iPayDat. On peut avoir une fintech qui souhaite accélérer à l'international, c'est ce que tu viens de dire, qui rachète exactement la même chose dans un autre pays pour atteindre une masse critique et une couverture, en tout cas des parts de marché plus importantes et une couverture plus globale. Et puis après, on a aussi des acteurs comme les GAFA qui viennent en Europe, parce qu'il y a des acteurs qui ont atteint une taille critique et qui leur permettent de notamment gagner du temps sur tous les aspects conformité. Pas que technologique, parce que la tech, c'est leur sujet depuis des années, ils maîtrisent ça mieux que nous. Mais la conformité, pour les Américains ou les Chinois, c'est des vrais sujets. Et quand une structure atteint une masse critique, qu'en plus elle a les agréments qu'il faut, ça sécurise pleinement une accélération sur un marché, en Europe notamment. Il y a peu, dans le Financial Times, j'ai vu un article qui traitait des marchés américains, notamment en private equity, qui parlait, par exemple, des investissements de Yale ou Harvard dans ce secteur-là par rapport à leurs fonds de retraite. Et il mettait en exergue le fait que les fonds de private equity avaient des difficultés, entre guillemets, à boucler la fin, c'est-à-dire leur investissement au bout de, par exemple, 8 ans, etc. Parce que depuis, par exemple, 3 ans, les taux de refinancement ont méchamment augmenté. Donc, des sociétés endettées souffrent. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit sur le marché, on va dire, français ou européen, où il y a effectivement, par rapport à qui rachète les fintech, selon les raisons d'endettement ou autre, il puisse y avoir des moments où on vende un peu vite parce qu'on a un peu la corde au cou? Bonne question. Oui, c'est pas évident. J'ai pas la réponse, franchement. En fait, tous les cas existent. Hein, c'est un peu ce qu'on disait. Voilà, faut pas être manichéen. C'est pas tout est beau. Il est évident que dans certains cas, c'est ça. Mais du coup, ça force à se rendre parfaitement attractif sur le marché et d'accélérer sur les gains d'efficacité. Et dans certains aspects, effectivement, le cycle est différent. Donc, tous les cas, évidemment, sont là et existent. Pour autant, ça crée toujours une opportunité de création de valeur, par définition. J'ajouterais qu'aux États-Unis, il y a pas mal d'investissements qui sont devenus unicornes et qui ont préparé des IPO, qu'ils ont dû mettre tout ça on hold à cause des tarifs de Trump, etc. Donc ça crée énormément de problèmes. Ça réduit la valorisation par typiquement 20% des fintechs aux États-Unis. Donc ils attendent que ça reprend. Il y a certaines opportunités de secondary qui commencent à arriver. Il y a aussi des Chinois qui pensent plutôt à investir en Europe qu'aux États-Unis. Donc j'espère, et on a vu un peu plus d'intérêt des Américains d'investir en Europe et les Chinois d'investir en Europe. Tout à fait. Voilà, clairement on le voit, ouais. Ouais. Donc il y a une espèce de stabilité quand même chez nous qui fait que effectivement dans les temps qui courent, on pourrait sortir notre petite épingle du jeu. Ouais. Après, on a le temps pour une dernière question, si quelqu'un l'a. On a 1 minute 36. Très bien, merci beaucoup. Et je propose de passer à la table ronde numéro 2 avec Monkey Wu. Merci. Merci à tous.
mettre là, puisque c'est la place qui a l'air d'être dévolue à l'animateur. Alors, normalement, nous avons un 5e invité. Mais je ne le vois pas, j'avoue. Pierre, ben voilà, mets-toi là. Ça va ? La photo est ancienne. Ben écoutez, normalement, nous devions être 5 participants, mais je ne vois pas Jean-Guillaume, sauf s'il est arrivé. Je vous propose qu'on démarre, et qu'on démarre par demander à chacun de nos intervenants de bien vouloir se présenter brièvement, et puis de présenter son entreprise et ce qu'il ou elle fait au sein de son entreprise. Voilà. Commençons par toi, Pierre. Merci Monkey et bonjour à toutes et à tous. Je suis Pierre Darbe, je suis depuis un peu plus d'1 an le directeur des risques et de la conformité de Memobank. Memobank, c'est un établissement de crédit, une banque de plein exercice qui s'est lancée en 2020. On a la particularité de servir exclusivement les entreprises, les petites et moyennes entreprises. Vous dire un petit peu plus ce que nous ne sommes pas pour que vous compreniez ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une banque en ligne. Nous sommes une banque moderne qui marche 24 heures sur 24, agile, etc. Mais nous avons des équipes de banquiers en chair et en os pour servir nos clients. Nous ne sommes pas non plus une solution de banking as a service, c'est-à-dire que nous avons nos clients en direct. Et en particulier, je suis heureux de voir dans la salle ou dans le classement d'aujourd'hui un certain nombre de nos clients. Donc nous servons aussi des fintechs avec des solutions spécialisées de ségrégation des flux de leurs propres clients, par exemple. Voilà. Merci. Quentin ? Merci. Quentin Moucli, je suis en charge des fusions-acquisitions et des investissements stratégiques chez BPI France. Donc BPI France, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est donc une banque et un fonds d'investissement qui accompagne les startups à la fois via des subventions, mais aussi des apports en fonds propres, et aussi qui accompagne l'écosystème plus généralement des fonds d'investissement en France, puisqu'on est un gros acteur du fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on investit dans des fonds qui eux-mêmes vont investir dans des fintechs. Merci. Jean-Baptiste. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Moi, je suis directeur de la technologie, CTO de chez Scaleway. Scaleway, c'est un cloud provider européen vraiment souverain. Alors, je pense qu'on va en reparler. Et Francesca, so it's going to be great because we're going to shift to English with you. Oui, je voulais dire, j'ai une petite surprise pour vous parce que le discours en français et le public speaking en combinaison, ça reste un peu compliqué. Donc, thank you for listening to this in English. Yes, so my name is Francesca Gaia, or Gère, if you want to pronounce it in French. I work for a company called Stoic. Stoic is a French startup we were created 4 years ago. And we combine cyber insurance with cybersecurity. The advantage of this is by offering a strong cybersecurity product to our clients are more secure and more safe, so reduce the risks and the losses coming from the cyber insurance. So this creates a win-win situation for the client, for the insurance broker, for us and the reinsurer. I'm responsible for Germany and Austria. I was the first international employee of Stoic. Germany, Austria will be our biggest market, hopefully soon. And before I worked for an insurance company, where I was also country manager for France for 2 years. Thank you. Bah Jean, tu es arrivé pile poil. J'ai senti que c'était le moment. Pardon pour mon retard. Oui, donc c'est en français. Oui, c'est en français, d'accord. Enfin, c'est les deux, mais comme tu veux. D'accord. Moi, plutôt en français, peut-être. Bonjour à tous. Donc, Jean-Guillaume, je suis CEO de Powens, qui est un leader de l'open banking en France, en Espagne et de plus en plus en Amérique latine. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous les 5 d'être avec nous ce matin. Alors, le thème de la table ronde, c'est finalement 2 versants du même sujet qui est la place de la France dans le monde. Et on peut le voir d'une manière, on va dire, positive, au sens où la France conquérante, c'est-à-dire l'internationalisation. Et puis, une autre manière de le voir, c'est aussi, quelque part, en fait, l'autonomie stratégique, la souveraineté. Et je vous propose peut-être de commencer par ce deuxième thème, ce thème de la souveraineté. Et je voudrais commencer par te poser une question, Quentin. Un des enseignements qu'on voit dans le classement FinTech 100, c'est qu'au fur et à mesure que les FinTech grossissent, elles ont besoin de lever plus d'argent. Et à ce moment-là, une grosse partie, alors une partie substantielle en fait, de ces investissements proviennent d'investisseurs extra-européens. Voilà. Donc ça pose question. Est-ce que, dans une certaine mesure, si on était un peu provoquant,
on n'est pas une pouponnière en fait de boîtes prometteuses pour que finalement en fait ça aille se développer ou ce soit financé par des acteurs extra-européens. Quentin. Merci. On va commencer peut-être par voir la chose de façon positive. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'écosystème français et européen, il est attractif et le classement, là, le FinTech 100 est une illustration. Et donc, aujourd'hui, effectivement, si on regarde les 15 premières levées en grosse, il y en a 6 qui ont été leadés par des fonds extra-européens, en particulier américains, en particulier dans l'IA. Donc la question, elle est légitime, bien sûr. Maintenant, je pense qu'il faut voir que ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a des délocalisations éventuellement de sièges sociaux et de fonctions critiques. Mais ça, quand on regarde un peu les études un peu sérieuses, ça correspond à une entreprise sur 10. C'est pas rien, mais ça veut dire qu'il y en a quand même 9, et ça c'est quand même le point de vue de BPI-France, qui, elles, sont financées avec beaucoup de moyens, avec une expertise importante et qui leur permet d'accéder à l'internationalisation de façon plus facile. Et donc aujourd'hui, nous, on ne pense pas qu'il faut absolument se méfier de fonds américains prédateurs. Ce qui est vraiment, par contre, ce qu'on a constaté récemment, c'est plutôt en 2021-2022, des fonds qui sont plutôt opportunistes, qui vont faire gonfler les valos et qui ont posé pas mal de problèmes à l'écosystème, là, dont on digère encore les effets, et ça, effectivement, faut un peu s'en méfier. Mais globalement, voilà, il y a quand même des aspects positifs. Après, si on veut parler quand même problème, c'est qu'aujourd'hui, clairement, l'écosystème américain, il est quand même plus dense, il est plus riche que le système européen et français. C'est quelque chose, quand même, je voudrais avoir des messages aussi optimistes là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde 2021-2022, c'était sur les 15 premières levées, il y en avait 13 qui étaient par des extra-européens, 9 en 2022. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 6. Donc, quand même, les choses, elles s'améliorent quand même. Notamment aussi, on voit au niveau des fonds. Les fonds grosses, en France, ils levaient avant 2020 à peu près 500 millions d'euros au global par an. Aujourd'hui, c'est plutôt 2,5 milliards. C'est plutôt entre 2,5 milliards et 4 milliards. Donc, il y a vraiment un changement d'échelle quand même dans les fonds européens et français en particulier. Donc, ça, c'est quand même assez optimiste. Il y a quand même des sujets de taille, ça reste, mais il y a aussi des sujets de qualité. Et là, je crois qu'il y a Powens qui a un exemple d'entreprise qui a aidé par exemple de fonds qu'on pousse. C'est des fonds de tech build-up, tech buyout. Donc on pense qu'aujourd'hui, c'est des fonds qui permettent à des boîtes tech de faire du build-up à l'échelle européenne. Et ça, on pense que c'est très positif, que ça permet de s'internationaliser de façon efficace et d'être rentable. Il y a aussi les fonds secondaires qui sont des fonds intéressants. Ça a été mentionné un peu à la table ronde d'avant, parce qu'aujourd'hui, on voit que l'écosystème, il a besoin que le cash revienne aux investisseurs initiaux, et les fonds de tech buyout et les fonds secondaires, c'est des solutions pour ça. Donc ça, c'est un point important. Et encore dans les fonds spécialisés qui nous semblent importants d'encourager, il y a les fonds de crossover. C'est des fonds qui investissent à la fois dans des boîtes non cotées, mais aussi dans des boîtes cotées, ce qui permet notamment d'aider les IPO, parce qu'en fait, le vrai point noir aujourd'hui, parce qu'on l'a dit aujourd'hui, ça se rapproche entre les fonds, entre l'Europe et les États-Unis. L'écart dans le non-coté, il se réduit. Par contre, sur le côté, on voit qu'il y a quand même un gros problème quand même en Europe et en particulier en France. Il y a peu aujourd'hui de solutions via l'IPO. Ça va continuer encore un certain temps. Mais voilà, c'est un travail de 10 ans. Il va falloir qu'on s'y attelle et on espère qu'on y arrivera. Donc, du progrès. Il y a du progrès, il y a encore des enjeux, encore une fois, sur l'intention de l'épargne. Et nous, aujourd'hui, on lance des fonds, par exemple des fonds retail, qui sont des fonds qui permettent à des particuliers d'investir directement dans des boîtes tech. Et ça, on pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, l'épargne française, si on parle de souveraineté, elle est là aussi. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'argent de l'épargne française, quand elle est investie dans des actifs à riches, elle est investie dans des GAFAM, dans des boîtes aux États-Unis, alors qu'en fait, il y a aujourd'hui des startups françaises qui mériteraient de récupérer une partie de cette épargne. Une autre façon de regarder cette question, c'est l'utilisation possible de technologies européennes. Jean-Baptiste, est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus? Donc vous avez aussi une terminologie un petit peu différente. Vous parlez d'autonomie digitale. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ça? Moi, je ne suis pas un roi, donc la souveraineté, en fait, c'est un mot qui est un peu gênant, parce qu'on revient sur des suzerains, des serfs, etc., qui est vraiment... D'ailleurs, c'est effectivement ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est 98% dépendant des solutions américaines. Et on n'investit pas assez globalement dans l'écosystème sur les fondamentaux tech. Pour connaître pas mal de startups, justement, il y a beaucoup de startups, beaucoup de SaaS, beaucoup d'IA, et il n'y a quand même pas beaucoup de ce qu'on appelle
pas de la deep tech, mais entre les deux. C'est-à-dire tout le middleware, tous les trucs pas sexy, tout l'enterprise, on voit que du VMware, que du Broadcom, et dans le cas principal des cloud providers, où quasiment une partie importante de l'argent investi d'ailleurs par mon voisin de la BPI part directement pour financer les GAFAM, avec des systèmes de crédit, avec, quand on regarde toutes les boîtes du Next 40, et tout ça, c'est de l'argent qui part intégralement, quasiment aux États-Unis. Ça pose deux problèmes. D'ailleurs, un problème de sécurité. Les gens qui pensent qu'il n'y a pas de problème de sécurité, ils sont d'une naïveté absolument calamiteuse. Et on le voit à tous les échelles. On a vu le dernier cas avec la Cour pénale internationale, avec donc quand même le chef de la Cour pénale qui s'est fait couper ses emails. C'est quelque chose qui arrive. Les Européens ont une certaine naïveté par rapport aux agences américaines à 3 lettres. Ça existe et ça va être une compétition de plus en plus acharnée mondiale. Et il ne faut pas... faut pas se leurrer, ça arrive, c'est déjà arrivé et ça va déjà arriver. Alors beaucoup de startups, quand on leur voit, ils font non, mais moi c'est pas un problème, je suis petit, je changerai, je migrerai, etc. Les banques, d'ailleurs, sont plutôt assez malines là-dessus. Les grosses banques, la Société Générale, la BNP, Calion, sont quand même des gens qui ont quand même beaucoup d'infra en propre, avec un niveau technologique qui est globalement rare par tout l'écosystème de toute l'industrie française. Et donc il y a un problème quand même de sécurité. Donc les banques ont un peu compris, en particulier à coup de réglementation, mais aussi par une culture qui fait 20 ans de régulation. Mais globalement, il y a un vrai problème de « j'utilise que des trucs américains ». Alors oui, mais les Américains sont nos alliés. Oui, jusqu'à ce moment où ils ne le soient plus, et jusqu'au moment où on se retrouve en concurrence, et notamment sur un marché global. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, on rend notre balance commerciale catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend de l'argent, et qui est de l'argent français, de l'argent européen, pour le renvoyer de l'autre côté. Et donc, évidemment, globalement, si on a une balance commerciale qui est toujours négative, en fait, déjà, on ne développe pas des solutions en interne. On a beaucoup de startups, comme a dit mon prédécesseur. Il y a beaucoup de startups, il y a quand même beaucoup de séries C, beaucoup de séries A, beaucoup moins de séries B et C. C'est mieux, c'est sûr. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui est réinjecté. Et si vous ne réinjectez pas d'argent dans l'écosystème, c'est un peu bêtant. Donc, j'aime pas trop parler de souveraineté. Je préfère parler vraiment d'autonomie, parce que l'autonomie numérique, c'est beaucoup plus clair ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si jamais vous êtes capable de reconstruire tout seul, à ce moment-là, vous êtes autonome. Et l'autonomie, elle est faite par deux façons importantes. La première, c'est en multipliant les providers. Par exemple, une technique, et d'ailleurs dans toutes les industries, en fait, vous n'avez pas juste un fournisseur, vous avez 3-4 fournisseurs. Parce que sinon, en fait, vous êtes complètement lock-in. Et ça a été appris, et ça fait n'importe qui a fait du génie industriel, de la logistique le fait. Et là, en numérique, non, pas grave, on met intégralement toutes nos données chez Google, toutes nos données chez AWS, et c'est un système aussi avec des technologies, avec des lock-in, où vous êtes habitué. Et voilà, alors c'est très pratique, mais le mono-fournisseur, c'est catastrophique, ça a toujours été catastrophique. Et là, dans la tech, et on se rend compte, c'est ce qui s'est passé, Citrix a multiplié ses prix entre x5 et x30, et la prochaine version va encore augmenter. VMware a fait la même chose, vous vous inquiétez pas, dans 3 ans, il y a une nouvelle augmentation, parce que tout le monde a fait ouin, mais tout le monde a payé. Vous avez le même sujet sur plein d'autres couches logicielles. BigQuery, on a eu un x2, et on va réavoir un x2. Donc en fait, c'est assez embêtant. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir soit développé ses propres technos, donc c'est ce qu'on fait chez Scaleway. Nous, tout ce qu'on déploie, c'est soit open source, soit inner source. C'est-à-dire que nous, on compile tout. On a le code source de tout. On n'a aucune brique propriétaire, aucune brique qui vient de quelqu'un qui est extérieur. Donc, on a un contrôle. Il n'y a pas grand monde qui le fait, et notamment pas des nouveaux clouds souverains qui se lancent. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ils disent souveraineté, c'est Secnum Cloud. Or, Secnum Cloud, ce n'est pas du tout une question de souveraineté. Secnum Cloud, c'est une certification qui vous garantit que vos données, elles ne vont pas être leakées par rapport à votre voisin, qui est le même utilisateur du cloud. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas être leakées par rapport au fondamental qui est en dessous. Donc, il y a ce mélange autour de souveraineté, où on a des gens qui, justement, déploient que des solutions américaines sur le sol français, qui disent « je suis souverain ». Et ça, c'est assez embêtant, et c'est aussi tiré par l'Europe et les Allemands qui ont grosso modo, un data center d'AWS en Allemagne, c'est souverain. De fait, si vous avez un problème de sécurité de données, ça ne l'est pas. Et surtout, la plupart du flux de valeur ajoutée repart aux États-Unis. Donc voilà, donc chez Scaleway, on essaye d'avoir vraiment une vraie approche de cloud provider. C'est très long de builder un cloud provider. Je peux vous dire à peu près, là, vers
notre roadmap, à la fin de l'année, on a quasiment tous les produits dont on a besoin pour être un vrai cloud provider. Ça a pris 8 ans. Alors, là, la première fois, maintenant, je pourrais aller voir Sopra Steria, la BPI, par exemple, et je peux ne pas rougir. Quasiment tous les produits dont ils ont besoin, j'ai une solution. Mais c'est très long et c'est un investissement important. Et même chose, il n'y a quasiment aucun investissement dans que ce soit la Caisse des dépôts, etc. Enfin, par exemple, les investissements dans les cloud providers, les solutions technologiques, elles sont très très faibles, en particulier parce qu'il n'y a pas assez d'investisseurs dans ces technos, parce que c'est des solutions techniques, très techniques, et le niveau global des investisseurs n'est pas assez technique pour ça. Peut-être, Pierre, tu pourrais nous donner un point de vue plus d'une start-up utilisatrice, parce que lorsqu'on préparait cette session, tu me disais voilà, que vous, votre vision chez Memo, c'est d'être vraiment un acteur pan-européen, et que vous préféreriez utiliser plutôt des solutions technologiques européennes. Mais c'est un petit peu en rebond ce que disait Jean-Baptiste. En fait, parfois, c'est pas vraiment facile. Je reviendrai sur la vision pan-européenne ensuite, mais sur la question des choix technologiques, effectivement, construire une banque telle qu'on a voulu le faire, c'est d'abord une aventure technologique, puisqu'on a construit notre core banking system à partir de rien et sans l'acheter sur étagère. Et donc, on avait évidemment un gros enjeu de choix de cloud provider, multi-cloud, je vous rassure tous. Ce que dit Jean-Baptiste, évidemment, résonne pas mal avec les questions qu'on s'est posées. Le problème, c'est qu'on a commencé il y a presque 8 ans, et il y a 8 ans, il n'y avait pas vraiment d'autres choix suffisamment matures, notamment dans l'environnement DevOps, etc., que les solutions GAFAM. Évidemment, maintenant, à chaque fois qu'on se pose la question, on a une préférence pour une solution technologique européenne à performance technologique égale. Et je suis ravi d'entendre que ces performances technologiques sont en passe d'être égalées. Alors, un autre sujet, c'est les données. Voilà. Est-ce qu'on peut conserver nos données d'Européens en Europe? Alors Jean, j'ai une question pour toi en fait. Une des questionnements qui arrive avec l'open banking, c'est les données bancaires qui étaient justement avant en Europe. Est-ce qu'elles ne vont pas être siphonnées et elles vont partir à l'extérieur de l'Europe? C'est quoi ton point de vue sur ce sujet? Pour l'instant, non. Et je pense que c'est à cause d'un arsenal réglementaire sur lequel l'Europe a été précurseur. Et je pense qu'il faut continuer dans cette voie si on veut conserver un système sain. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce que c'est que l'open banking. J'en dis peut-être un mot pour que ce soit plus clair. Mais l'open banking, c'est cette idée de dire que les banques ont désormais l'obligation de mettre à disposition les données transactionnelles de leurs clients, de manière à ce que, avec le consentement du client, des tiers, et c'est le rôle d'un Powens qui bénéficie d'un agrément pour ça, puissent récupérer cette donnée et permettre à ce client de l'utiliser dans un contexte extérieur. Donc, par exemple, je vais chez Darty et je veux acheter un gros frigo et le verser en 12 mensualités. Au lieu de donner des papiers pour justifier ma solvabilité, je clique quelque part sur une application et ça va récupérer tout seul mon historique de transaction de manière à ce que le scoring fait par le prêteur puisse être automatisé. C'est un exemple de cas d'application. Et donc évidemment, on va récupérer la donnée transactionnelle qui est profondément une donnée très protégée, une donnée très personnelle. Il y a toutes les habitudes des gens, etc., qu'on peut interpréter à travers ça et on va le restituer dans un contexte tiers. Aujourd'hui, nous, on ne constate pas dans notre secteur, ni de fuite de données pour l'instant. Il faut toujours être prudent quand on parle de cybersécurité dans un contexte d'open banking, on va dire. Et force est de constater que dans les 90% des cas d'usage pour lesquels on travaille et de nos clients, ce sont des acteurs européens et avant tout des institutions financières européennes. En particulier les banques françaises, les wealth managers français, des fintechs régulés qui travaillent en France. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas vu de GAFAM ou de Facebook venir vers nous en disant nous, ça nous intéresse d'acheter ce service et de récupérer la donnée bancaire des utilisateurs en prenant leur consentement. Donc, ça ne s'est pas déployé comme ça. Et c'est là où je renvoie à l'arsenal réglementaire. C'est-à-dire que comme l'Europe a très tôt pris le sujet en main, au début, l'open banking a commencé en dehors de toute réglementation avec ce qu'on appelle du web scrapping. On prenait le consentement des utilisateurs et on agissait un peu comme un mandataire, quoi. On prenait leur mandat pour aller récupérer leurs données. Tout ça a été régulé. Donc on a un agrément de type établissement de paiement avec des normes de cybersécurité, des normes sur la manière dont on récupère le consentement des utilisateurs, une durée maximale de ce consentement qui s'est
s'épuise au bout de 180 jours, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la donnée, l'obligation de la supprimer, etc., à la demande ou dans un certain nombre de cas. Et je pense qu'au fond, c'est ça qui fonctionne. Et pourquoi je dis qu'il faut continuer dans cette voie? Parce qu'il y a un certain nombre de textes en ce moment en discussion au niveau européen qui posent la question de prolonger l'open banking sur d'autres cas, les données notamment d'assurance, les données d'épargne et d'investissement. Il y a une question ouverte, hein, faut-il cette régulation ou non? Moi je pense qu'il la faut pour cette raison. De toute façon la pratique existe de manière non régulée, donc il faut la réguler. Le point, et là je ne serai pas très long, je paraphrase au fond ce que vous disiez déjà, le point où une sensibilité évidemment c'est l'hébergement des données en elles-mêmes. Nous quand on travaille pour des banques, effectivement on a tendance à déployer en on-premise ou sur leur cloud privé. Et nous-mêmes, on est aussi multi-cloud, mais en l'occurrence, on a AWS et OVH. Mais c'est vrai que si on voulait passer sur du full hébergement européen, en l'état, il nous manquerait un certain nombre de choses et on serait ravis de pouvoir raisonner différemment. Francesca, another dimension is competition from very large companies. When we are a fintech in Europe and suddenly we see a large competitor exactly on the same segment coming from the US with 10 times the size, 10 times the resources, what can we do to compete? Yes, I'm happy to say something about that because it's exactly what's happening to us currently. We have a competitor who has exactly the same model, but more like 20 times bigger so far. I think the first thing is be prepared well because you already know that they will come. And I think how you prepare is by being quicker. So we had first mover advantage. We were in the French, German and Austrian market 1.5, 2 years before. The competition came from the US, and that gave us time to hire the best people, because if you don't hire them, they will hire them, and the Americans have very big pockets, so they will also be able to pay a lot. So make sure you get the best people first, but also secure the most important customer relationships. So you have to be very strategic about who you work with, and decide who are the most the biggest levers for your growth, and make sure you secure those relationships with also potentially more favorable conditions than you would usually give, but you have to make sure that you get them, otherwise they will do it. That's the one thing. And the other thing is double down on being local. So when you think about an American company who does 20 times the turnover in the US, you know, the European market is small for them. And they will not develop every small feature, like all the small features that the local market needs. They will not adjust every single process because it's not worth for them. But we as a European company, we will do it. So we double down on all the features, on the processes that our local clients want. And that is a great advantage we can give to our partners. And we currently see that this works. I mean, it's the very beginning, seeing the American competition in the market. But we believe that this will also give us long-term competitiveness. This could, of course, be something like what we've already heard, which is difficult autonomy or sovereignty, or the data hosting, if possible. It's true in Germany, we are already happy when it's hosted. It's a bit stupid, but fine. So find an angle of localness to be competitive. Yeah, that's it. Thank you so much. Quentin, je voudrais revenir vers toi sur le sujet de la vitesse d'adoption de l'innovation sur le continent européen. Parce qu'on a eu pas mal de rapports, notamment le rapport Draghi, où vraiment il semblerait que c'est un sujet clé pour nous. Quelle est ta perspective? Que fait la BPI, par exemple, pour faire en sorte que l'adoption de l'innovation s'accélère? L'adoption de l'innovation, ça a été dit, hein, on a les Américains innovent, les Chinois copient, la France régule. Et là-dessus, ce qu'on peut prendre comme exemple, par exemple, c'est les stablecoins, je crois, qui a été aussi évoqué dans la table précédente. Aujourd'hui, les stablecoins, pour ceux qui n'ont pas totalement qui sont moins familiers avec le sujet, c'est finalement des cryptoactifs, mais qui sont sécurisés par des actifs de réserve qui sont de forte valeur, par exemple des bons du Trésor américain. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, dans l'exemple de l'adoption de l'innovation, on voit que ça va être quelque chose qui potentiellement va peser lourd
dans les paiements dans le futur. Et là, on voit qu'on a eu une approche assez opposée, hein, que ce soit côté américain, qu'on laissé faire pas mal. C'est un peu le Far West aujourd'hui, mais ça a permis de faire émerger deux très grands acteurs aujourd'hui qui ont 90-95% du marché. Ça représente plus de 230 milliards de valeur aujourd'hui. C'est utilisé dans des pays comme les pays de l'Amérique latine. C'est aussi utilisé, par exemple, en Turquie ou au Nigeria, pour des pays qui ont des monnaies relativement faibles, pour finalement se dollariser. Et aujourd'hui, ça menace clairement la souveraineté monétaire de ces pays qui n'étaient pas très fortes initialement. Mais on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on pense que ça va être utilisé, par exemple, dans les paiements intra-firmes, dans les grandes firmes multinationales. Ça peut être un cas d'usage utile. Et ça, on pense qu'aujourd'hui, il y a un risque que l'Europe soit potentiellement distancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Un des éléments aujourd'hui qui a été discuté et qui est le projet des banques centrales européennes, de la Banque centrale européenne, de proposer un euro numérique. C'est une solution qui a un attrait qui est fort parce qu'elle est directement garantie par une banque centrale. Et on voit aujourd'hui que pour le paiement, évidemment, une garantie par une banque centrale, ça a une valeur par rapport à, par exemple, des stablecoins qui sont aujourd'hui émis par des acteurs privés et sur lesquels il y a eu des fraudes, il y a eu des faillites, il y aura probablement à nouveau des problèmes. Mais et donc ça a une valeur. Par contre, c'est vrai qu'il y a un time to market qui est en notre défaveur par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne pense pas qu'il faut tout miser aujourd'hui sur de ce type de réponse, qu'il faut qu'il y ait, je crois que ça a été évoqué par les équipes de BPCE, qu'il y ait des réflexions qui soient menées par les acteurs privés. On a la Société Générale avec Forge, et on a des écosystèmes de startups qui sont assez forts, que nous, BPI France, on pousse pas mal dans le blockchain. On soutient plus d'une centaine d'acteurs en France pour justement faire émerger des acteurs technologiques puissants avec l'atout des institutionnels, parce qu'en fait, ça sera pas, ça a été dit aussi par BPCE, ça ne sera pas uniquement les startups qui pourront le faire. Ils auront besoin de s'appuyer sur des gros institutionnels et aussi sur finalement la régulation. Et là, on a vu le cas de MiCA qui est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre et qui, d'une certaine façon, apporte de la clarté aux investisseurs. Alors, tout n'est pas rose, mais au moins les investisseurs, ils savent à quoi s'en tenir. C'est quelque chose qui est plus protecteur finalement d'un certain nombre de valeurs qui sont défendues par l'Europe, que ce soit la protection des données, ça a été mentionné, protecteur de la confidentialité, protecteur des droits des investisseurs. Donc c'est plutôt une vision un peu suisse, j'ai envie de dire, de la finance. C'est pas le Far West. Mais bon, dans stablecoin, il y a la notion de stabilité. Et la stabilité, elle est évidemment apportée par les garanties financières, mais elle est aussi apportée par le cadre juridique. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se batte avec les armes qu'on a. Aujourd'hui, clairement, on a perdu le sprint sur ce genre d'exemple. Mais par contre, on peut essayer de rester dans la course pour le marathon, quoi. Merci, Quentin. Et alors, Pierre, peut-être pour rebondir sur ce que disait Quentin, en fait... Voilà, on a cette perception que le continent européen est peut-être très fortement réglementé, mais il y a aussi parfois des avantages. Et donc, c'est ce qu'on se disait lors de notre call de préparation. En fait, vous avez la vision d'être une banque pan-européenne, et en fait, la réglementation européenne telle qu'elle existe aujourd'hui vous permet déjà de faire des tas de choses. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire plus ? Non, effectivement, je voudrais qu'on souligne aussi les atouts qu'on a en Europe. Alors, c'est un peu ce qu'a tenté de faire le rapport Draghi, donc j'en rajouterai pas. Je prétendrai pas en rajouter beaucoup, mais on a la plus grande zone économique intégrée du monde, plus de 500 millions de consommateurs, 75 millions d'entreprises, et les licences que nous décrochons sont des licences pan-européennes. Dans la plupart des cas. Et ça, c'est une force énorme. Ça nous permet d'agir en libre prestation de services, ça nous permet d'agir en libre établissement. Donc avec MemoBank SA, on peut, sur une société, un bilan, une entité juridique, s'étendre en Europe, c'est notre vision à terme, et servir les corporates partout en Europe. Je pense qu'avant d'avoir une licence fédérale de banque aux États-Unis, vous pouvez vous le veto. Alors il a fallu se le veto pour avoir une licence d'établissement de crédit en Europe aussi, mais enfin, vous avez seulement
seulement un quart des banques américaines qui ont une licence fédérale. Les autres n'ont pas le droit de franchir la frontière de leur État ou des États dans lesquels elles sont agréées et supervisées. Donc c'est quand même voilà, on a un marché intérieur très intégré. Il faut évidemment continuer à en tirer tous les fruits, continuer à harmoniser les réglementations, faire des règlements plutôt que des directives pour parler techno, intégrer les autorités, etc. etc. Ça vaut aussi d'ailleurs pour l'écosystème des financeurs. Et on revient sur le premier sujet, avec le sujet de l'union de l'épargne et de l'investissement, pour faire émerger un écosystème de fonds, y compris fonds de growth, qui soit à la taille de ce marché intérieur, évidemment. Super. Alors, je voudrais parler un peu d'internationalisation et puis peut-être commencer par toi, Jean, parce que Powens, en fait, vous avez acheté une autre fintech en Espagne, une Axe. Est-ce que tu voudrais bien nous dire voilà, comment ça se passe, quelles sont les bonnes choses à faire, les choses un peu moins bonnes à éviter? La première chose que ça m'évoque, c'est que là, j'y vois une vraie opportunité. C'est effectivement, je crois que Quentin y faisait référence, la thèse du fonds d'investissement qui nous soutient, qui est majoritaire chez nous, qui est de dire on a dans un certain nombre de domaines voilà, des petits champions locaux qui commencent à émerger, et il y a de quoi en faire un vrai champion européen. Et dans des entreprises très product-centriques comme le sont en général les nôtres, c'est faisable parce que on peut plateformiser et enrichir par acquisition successive une plateforme européenne qui peut rivaliser éventuellement avec les champions américains. Donc retour d'expérience très positive. Quelles sont finalement les choses à garder en tête? Comme dans toute opération de rapprochement, là, il n'y a pas vraiment de surprise, que ce soit en cross-border ou en national. Voilà, ça reste des opérations compliquées dans la vie d'une fintech. Vous n'êtes pas encore très gros, vous n'avez pas des équipes entières de PMO ou de direction de la stratégie ou de choses comme ça. Donc, je dirais que il faut se préparer à le faire correctement et ne pas se faire d'illusions sur la complexité du plan qu'il faut mettre en œuvre. Mais enfin, on y arrive. Et puis, alors là, je suis assez d'accord avec ce que tu disais sur l'opportunité que nous offre le fait qu'on ait un passeport européen, une réglementation européenne. Après, dans certains métiers et dans certains cas, ça reste un peu fragmenté. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, nous, on a racheté une entreprise espagnole qui avait elle-même un agrément différent d'une autre. Nous, on a un agrément d'open banking, c'est une entreprise qui a aussi un agrément de monnaie électronique, et il a fallu 2 ans pour obtenir l'aval du superviseur espagnol pour l'opération, ce qui a causé pas mal de difficultés. Donc ça, c'est un sujet à bien anticiper en particulier. Je pense qu'en réalité, l'utilisation correcte du passeport européen et l'adaptation des produits aux spécificités que peuvent avoir les réglementations locales, c'est faisable, mais il ne faut vraiment pas négliger le temps que ça prend et l'importance que ça a, en tout cas dans les métiers régulés. Donc voilà, et puis après, alors là j'enfonce un peu des portes ouvertes, peut-être que je suis pas le seul dans cette pièce à avoir vécu ça, mais je trouve ça quand même très facile de travailler en européen. Voilà, évidemment il y a des petites différences culturelles, mais on a quand même une culture et un mindset tech ou fintech qui se ressemblent beaucoup. Et nous, en l'occurrence, on a fait un choix d'organisation qui est de ne pas faire du multilocal. C'est-à-dire que toutes nos équipes aujourd'hui sont binationales ou trinationales, puisqu'on a des équipes aussi au Mexique. Et donc une squad qui travaille sur un sujet, il y a des gens à Barcelone, des gens à Paris, des gens à Mexico et d'autres ailleurs. Et on observe que ça marche plutôt bien, surtout dans un contexte où de toute façon, le remote et le télétravail sont complètement généralisés. Donc quelque part, de toute façon, on travaille en visio. Et donc... c'est un feedback récent, mais pour moi, du coup, plutôt feedback très optimiste là-dessus, sur la faisabilité de faire du build-up européen et de construire des champions comme ça. Pour lutter contre les Américains ou parfois les Asiatiques, nous aussi, on a un concurrent qui est peut-être pas 20, mais une bonne quinzaine de fois plus gros aux États-Unis. Et Dieu merci, pour l'instant, il s'intéresse peu à l'Europe. Francesca, so you have a personal experience of leading internationalization. First for a German company coming into France, and now for a French company going into Germany and into Austria. Can you share a little bit the lessons learned? Yes, sure. Especially because the first expansion I was leading was, let's say, somewhat, maybe lesser successful, but now the internationalization with Stoic is quite good. We're doing quite well. So, yeah,
what works well is starting an expansion with radical open-mindedness. What we did wrong in the first expansion was we thought, oh, it's going so well in our home market. We know exactly how to do innovation. We're going to show the other market what to do better. They don't have this product yet, but we know they need it. But that's not how it works, really. What you need to do is you need to listen. Copy-paste won't work, but you need to understand what the market needs. And that can be, or can mean quite drastic changes to the way you sell a product, but also what your product stands for. And that leads to the second point, which is you need people to tell you what the local market needs. In hindsight, putting me in the position of a country manager for France was a ridiculous idea because I didn't know the French market. I knew the sending company, the home company, really well, but I didn't have any clue what was going on in France. So I had to rely a lot on the local people that we hired, but it's not enough to make the decision. So find good people, like a country manager, or, I don't know, strong salespeople, whoever know the market inside out. Because you need to decide on all the small little pieces, like how do you create an invoice? Is that any different? Like, what do clients expect? And so, yeah, find a good team that is strong and very knowledgeable, hands-on and operational. And the third thing is make it a company priority. So in the first expansion we struggled with the fact that we were a big company already in 20 countries and France was just another market. So it wasn't really a priority for anyone to adjust the products, to get support from the headquarter or whatever. For Stoic, however, it was like a survival situation. We also knew from our investors that when we want to have an attractive Series B, we need to become a European player. So we needed to show that we can expand, that we can branch out. And the whole company knew it. We all have, obviously, stock options at the company, so everyone was really sold for the idea of, okay, we're going to make this work. So when you told someone, look, what you're doing here in France is not going to work over there, they're like, okay, fine. If you tell me, we'll change it. And that is a very important mindset to have for an expansion. Means like you have to put your ego aside sometimes. But yeah, I think to make it short for the third point, the expansion needs to have strategic relevancy or needs to be part of your DNA or vision for the company. Otherwise, you will struggle to get your team on board. Yeah. Jean-Baptiste, si j'ai bien compris, Scaleway, vous avez aussi une expansion internationale. Par rapport à ce que vient de dire Francesca, tu confirmes hein, ou tu as d'autres éléments à partager? Moi, j'ai d'autres chapeaux, donc je vais peut-être parler d'autres chapeaux. Moi, je fais aussi un logiciel qui s'appelle VLC, qui est peut-être le logiciel français le plus utilisé au monde. Et c'est exactement ce que disait Francesca, il faut que ce soit absolument dans l'ADN. VLC, c'est un projet étudiant à l'origine, et ça a été, dès le départ, conçu comme quelque chose international. Et on voit aujourd'hui, même si le marché français des startups est un des plus actifs en Europe, grâce à tout le truc de la French Tech et grâce à BPI un petit peu, c'est quand même souvent, on a les bons fléchages pour aller aux États-Unis parce que c'est le rêve. Et on oublie qu'il y a un énorme marché à côté, quoi. Et ça, c'est une erreur que je vois dans beaucoup de startups. Alors, les fintech, justement, parce qu'il y a des règlements européens sur la donnée bancaire qui sont un peu mieux faits, sont un peu une exception. Mais quand même, dans beaucoup de startups, on parle la France et puis ensuite les États-Unis. Très peu la France, l'Italie, la France, l'Espagne. Ça existe. D'ailleurs, des boîtes des licornes, etc. sont là-dessus. Mais on regarde tout de suite là-bas, alors qu'en fait, il y a un énorme marché. Et d'ailleurs, ça, c'est une habitude qui n'est pas juste venue des startups, qui est un peu aussi de toutes nos boîtes du CAC 40 qui ont finalement n'ont pas forcément fait des étendues de services vers le reste, même si ça change. Scaleway, pour revenir sur Scaleway, nous, en fait, on essaye d'avoir de la présence partout en Europe. Donc, on a de la présence assez forte en Pologne et en Hollande. À l'origine, pour des raisons bêtement techniques de réseau. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes en Pologne, en France et en Hollande, en fait, vous couvrez vraiment très bien le marché. Après, on est en train d'ouvrir en Suède, en Italie et probablement en Espagne. Nos expansions, en fait, on les regarde plutôt au niveau de la décarbonisation. Donc, la Suède, c'est intéressant. La France, c'est très intéressant. L'Espagne, c'est intéressant. Ouvrir des data centers en Allemagne ou en Pologne, en fait, c'est pas incroyable. Donc, voilà, on a ce parti-là. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est complètement stratégique. C'est que
pour être européen, il faut être déjà partout en Europe, mais surtout, on va être obligé de faire de l'expansion de data centers partout dans le monde. Et notamment, on part aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud et probablement en Asie du Sud-Est dans les 12-18 prochains mois. Mais sauf qu'on va le faire quasiment tout piloté depuis la France. C'est-à-dire qu'on va faire et un des gros travaux que je fais depuis 18 mois, c'est de faire un cloud qui est déployable en un clic. C'est-à-dire que grosso modo, c'est le projet Cloud as a Service qui va pouvoir servir notamment à faire du cloud hybride, c'est-à-dire des grandes banques qui ont fait du cloud privé, qui à un moment se rendent compte que le cloud privé c'est quand même embêtant. Ils n'ont pas tous les services auxquels ils sont habitués en faisant clic, clic, clic sur GCP. D'être capable de déployer la même chose. Et en fait, nous, on fait la même chose pour des filiales qui vont être à l'étranger, où justement, on va être capable de déployer toute la stack de tous les produits cloud en, alors je dis 2 racks, 2 jours, mais en vrai, ça va être 1 ou 2 semaines, absolument partout, avec des investissements assez faibles. C'est-à-dire, vous avez 1 million de CAPEX, pas 50 millions de CAPEX. Et en fait, on n'a pas le choix, parce qu'il faut être présent partout, mais on n'a pas l'assise financière des Américains qui arrivent, de toute façon, ils se disent, bon, c'est pas grave, je fais un grand data center, même si la 3/4 vide, j'ai les reins solides. Ou la technique plutôt chinoise qui est, ouais, bah, c'est pas automatisé, c'est pas grave, je vais avoir 1000 personnes pour faire le déploiement. Nous, on n'a pas ça. Donc, il faut faire beaucoup d'automatisation. Et c'est le travail qu'on a fait, et ça va arriver. Et c'est assez intéressant, c'est que finalement, donc nous, ça nous permet de faire 4-5 déploiements de pays l'année prochaine. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on a des banques et des gros industriels qui veulent faire du cloud, parce que maintenant, tout est fait en cloud, en Terraform, etc. Mais ils veulent le faire chez eux, parce qu'ils se rendent quand même bien compte qu'ils ne sont pas complètement à l'aise. Et donc, en fait, c'est rigolo. On va peut-être faire des déploiements d'AZ, de zone d'availability, finalement, chez des clients. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants. Je crois qu'il nous reste littéralement 2 minutes. Je pense qu'on peut prendre une question. Une question pour Powens. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le sujet de l'agrément? Donc, Unax n'avait pas l'agrément et vous l'avez demandé, ou il l'avait et vous avez dû l'adapter à Powens. Explique un petit peu ce que tu disais, développer. Donc, ils avaient un agrément d'émission de monnaie électronique obtenu auprès de la Banque d'Espagne, qui est lui-même un agrément passeportable partout, mais qui était d'origine espagnole. Tandis que nous, on a un agrément d'agrégation de comptes et d'initiation de paiement auprès de la CPR en France. Et donc, comme Powens était l'entité qui achetait, il fallait qu'on ait, comme dans toute opération MNS sur une entité régulée, l'accord du superviseur espagnol. Sur des sujets qui sont très regardés à juste titre, hein, les établissements électroniques sont assez surveillés par les différents superviseurs européens, parce que les use cases qui se déploient derrière la monnaie électronique rendent service, mais sont porteurs de nouveaux risques, notamment en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Et voilà, le processus a été extrêmement long d'une manière qui n'a pas forcément de justification. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ça a duré 2 ans, c'est pas parce qu'il y avait des questions épineuses à résoudre, c'est juste parce que ils n'avaient pas le temps, ils avaient d'autres chats à fouetter, et donc ça a été très long. Et donc c'est un petit frein à garder en tête. Il y a des secteurs non régulés où les opérations de build-up cross-border n'ont pas cet écueil-là à franchir, mais nous, c'est vrai que ça nous a fait perdre pas mal de temps. Là, je lis 50 secondes. Je pense qu'on peut prendre encore une petite question. Allez, je m'y colle. Je voulais une question sur FIDA. On voit qu'il y a prochainement l'arrivée de FIDA, hein, qui va impacter pas mal justement en termes de souveraineté, d'internationalisation, etc. Et une des dernières, il y a eu dans les textes justement le fait de vouloir éloigner les gatekeepers, donc les GAFAM. Donc il y a peut-être pour Powens, c'est peut-être, j'allais dire, un défi. Pour Memo, peut-être une opportunité. Comment est-ce que vous voyez justement cette réglementation arriver sur vos propres marchés? Pierre, tu te sens de répondre à ça? Oui, alors la négociation est loin d'être terminée. Pour nous, et d'ailleurs selon les fuites, hein, les derniers papiers tendraient plutôt à exclure les entreprises, en tout cas les grandes corporates, du champ des données à partager. Donc c'est pas sûr qu'on soit, nous, Memobank, directement concernés par le sujet. Si je peux me permettre de répondre un tout petit peu à côté de la question, au-delà des questions de partage de données, il y a parfois des règles extraterritoriales imposées par nos voisins et
en particulier nos voisins américains, qui, nonobstant les règles qu'on peut prévoir en Europe, exigent qu'on partage avec eux un certain nombre de choses ou qu'on applique, par exemple, leurs sanctions économiques, etc. Donc ça, évidemment, c'est un autre sujet. Mais c'est le cas où la compliance peut être... on peut le vivre comme une contrainte, on peut aussi le vivre comme une preuve d'agilité ou un relais de croissance. Prenez le cas de la réglementation FATCA qui oblige à partager des données fiscales pour les personnes qui présentent un indice d'américanité. Il y a l'approche un peu brutale qui est retenue par la plupart des banques traditionnelles et même par un certain nombre de néobanques qui consiste à dire tous ces gens qui ont des indices d'américanité, j'en veux pas. Et c'est quand même assez dommage, alors que Jean-Baptiste soulignait les échanges dans les deux sens qu'il peuvent y avoir entre le milieu de l'entrepreneuriat US, français expatriés aux US qui ont réussi, qui reviennent en France, ou inversement français qui réussissent en France et qui s'expatrient aux US et qui se retrouvent tout d'un coup exclus d'un guichet bancaire à raison de cet indice d'américanité. Voilà. Bon, chez Memo, ces gens-là, on les accueille. C'est peut-être un autre élément différenciant. On sait se plier raisonnablement et composer avec ces contraintes FATCA. Voilà. Pardon, j'ai répondu un peu à côté de FIDA parce qu'on se sent un petit peu moins concerné vu les derniers papiers, mais c'est sûr que ça peut peut-être aussi intéresser mes collègues. Je pense qu'on a en fait atteint la durée limite. Donc je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et je voudrais remercier encore une fois nos 5 participants pour leurs éclairages. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Le FinTech 100 est en ligne, donc vous tapez sur Google FinTech 100, vous trouverez l'étude en ligne, vous pouvez télécharger le PDF. Donc n'hésitez pas à consulter. Donc, on vous a présenté à peu près 2/5 de l'étude, même un peu moins. Donc n'hésitez pas à télécharger le document et à aller voir en ligne. Merci de votre présence.